Moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Nous sommes deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté nos vies parisiennes pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, nous parlerons d'identité, de carrière professionnelle, de relations humaines, de féminisme ou de santé mentale, de culture et de sujets qui nous tiennent à cœur. Cette saison, petite nouveauté. Nous recevrons des personnes inspirantes pour des discussions intimes. Aquaba! Hello Niki, comment tu vas? Salut Bi, ça va et toi? Ça va, tu m'avais manqué. Oh, quelle belle déclaration, waouh. Je suis enchantée, merci. Tu m'avais manqué aussi. Ah, j'apprécie. Alors, c'est quoi tes nouvelles? Alors, mes nouvelles, j'avoue que je les ai pas préparées comme d'habitude, mais l'actualité récente, c'était sur le fameux débat, il faut supprimer les aides qu'on envoie en Afrique. Enfin, faut supprimer les aides que la diaspora envoie en Afrique, tu vois, qui avait causé aujourd'hui. Ouais. Okay. Qui avait causé un scandale sur les réseaux sociaux, surtout que ça venait d'une Camerounaise. Bref, on va passer ces détails-là. Mais moi, j'avais suivi une page justement qui avait posé la question à ses abonnés, une page qui se dit, enfin voilà, mettre en avant les entrepreneurs africains et tout, enfin voilà, d'une page de motivation, on va dire, qui avait posé ça à ses abonnés. Et j'ai trouvé les réponses assez condescendantes et virulentes parfois envers les gens qui sont sur le continent, en fait, envers la diaspora, enfin de la diaspora envers les gens qui sont sur le continent. T'avais des remarques du style oui, il faut qu'ils apprennent à bosser comme nous. Enfin ouais, non, vraiment. Oui, on en a marre d'aider la famille. Enfin voilà, c'est des exemples de réponses. Moi, je me dis, enfin, c'est dommage qu'on soit à un stade où il faille généraliser le fait que 2-3 oncles vous pourrissent la vie sur tout un continent, quoi. Enfin, à croire que, bon, peut-être dans la diaspora, il y a deux cas. Il y a ceux qui étaient d'abord sur le continent, qui sont partis, et ceux qui sont nés en France. Peu importe. Mais, enfin, je sais pas... à un moment donné, il faut essayer de rétablir le dialogue entre les deux, en fait. Parce que la même manière dont la diaspora est excédée par certaines pratiques ici, nous aussi, enfin, on a marre que la diaspora vienne et... balance zéro. Voilà, des euros, on sait tout, on vient faire les choses à votre place parce que vous savez pas bien faire. Bah non, enfin, je suis désolée. Moi, je pense sincèrement que les solutions africaines sont trouvées par les Africains. Voilà, il faudrait qu'on trouve un moyen de rétablir cette connexion entre les deux, d'avoir des relations saines et de communiquer autrement que de oui, vous êtes tout le temps comme ça, vous êtes tout le temps comme ça. Et c'est des deux camps, en fait. Je pense qu'il y a un ras-le-bol des deux côtés, je trouve. Ouais, j'avais vu passer les news. Ça revient sur ce qu'on avait parlé là, des blédards la dernière fois. Ouais, c'est la même chose, ouais. La même posture. Et comme tu dis, il faut qu'il y ait un dialogue. En espérant que ce dialogue se fera rapidement parce que la cassure est de plus en plus grande, en fait. Exactement. Ouais. Donc voilà pour... Ok. Non. Moi, mes nouvelles, donc ça faisait longtemps, j'avais pas été à une manifestation culturelle puisque par manque de temps et perte d'habitude avec tout ce qui était Covid, donc je faisais attention. Et hier, je suis allée au théâtre, donc au Village Quilly, voir une pièce qui s'appelle Les dieux éphémères de l'auteur Yanaka, qui est aussi un fondateur d'une maison d'édition. D'accord. Et c'était super intéressant parce que donc il y avait des comédiens de talent, il y avait aussi sa pièce qui avait quand même un sujet qui me parlait, et il y avait une slameuse qui s'appelait Beckett ou Becky, hyper talentueuse, qui donc a vraiment dénoncé tout ce qui est corruption, qui la culture aussi de l'apparence. Ouais. Donc on farotte le week-end alors que en semaine on vit des choses difficiles. Et il y avait aussi un des textes qui m'a parlé, c'était le fait de grandir sans père. Donc elle a vraiment pu dire à quel point ça l'avait blessée. Je trouvais ça vraiment très pertinent. En ce qui concerne la pièce, donc c'était une dénonciation notamment de la corruption, donc soit au niveau de la politique, des autorités policières, mais il y avait aussi donc tout ce volet des rapports hommes-femmes. D'accord. Et la course à la performance sexuelle de certains hommes, donc ça revenait souvent à tâter, et tous les remèdes qu'ils pouvaient prendre pour être puissants. Ouais. Et il y avait le geste qu'elle avec, on lève la main. Et franchement, moi j'ai bien aimé, et du coup de voir autant de manifestations culturelles qui sont intéressantes, mais dont on entend très peu parler. Ouais.
Moi, je savais pas que ça existait, typiquement. Ouais. Non, moi je l'ai su par une amie qui, Ouais. elle, parce qu'elle avait causé avec quelqu'un qui faisait partie de la troupe. D'accord. Ce qui est assez dommage, donc ça revient à tout ce qui est visibilité en fait Mhm. de toutes ces richesses culturelles. Et donc il y a eu aussi tout un discours sur comment promouvoir davantage, que ce soit les pièces de théâtre, mais aussi les livres faits Ouais. par des auteurs ivoiriens, Mhm. et comment aussi pousser la jeunesse à s'intéresser davantage à ça. Ouais. Mm. Ok, très intéressant. Ouais. Donc voilà pour nos nouvelles. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial. On ne parle plus. On ne va pas parler de tout l'épisode. Faut savoir qu'on enregistre au mois de novembre, qui est le mois de la santé mentale des hommes. Et pour cet épisode, on a tenu à ce que des hommes parlent à notre place. Enfin, parlent à notre place, non, prennent notre place sur le podcast et puissent s'exprimer et donner leur vision de ce que c'est être un homme, grosso modo. On ne sait pas du tout de quoi ils vont parler. Non, c'est la surprise. Voilà, c'est la surprise. On sait pas à quoi s'attendre. Mais Donc- je pense que ça va être un épisode très riche. Voilà. Mm. Donc vous allez entendre ces personnes-là et voilà. Hein. C'est 2 personnes qu'on apprécie beaucoup, Ouais, avec qui on débat régulièrement, exactement. qui nous expliquent souvent leur point de vue en tant qu'hommes, Ouais, ce qu'ils vivent. Et donc là, je pense qu'on partage la même opinion, mais c'est très émouvant de leur laisser la parole en fait, exactement. qu'ils s'expriment sur ce sujet que nous on peut pas expliquer parce qu'on n'est pas à leur place. On vit pas les mêmes choses qu'eux. Donc voilà, on vous appelle au micro. Allez, clap. Bonjour Patrick, Bonjour Tidiane. comment ça va? Ah, ça va, on est là, mon gars. Comment c'est passé qu'on a débattu pendant 20 minutes des news de Nikita? Ouais. Je dis comment tu peux mettre des news comme ça et puis maintenant on doit parler d'autres En fait, choses. c'est ça, en fait. Bon, moi, je voulais enchaîner directement Grave. sur les news, parce qu'il y avait des choses à dire sur ces news. Au revoir la masculinité. La diaspora, c'est comment? On va parler aujourd'hui. Je comprends pas ce qu'elles nous ont Oh là fait, là, là. ouais, Moi, je m'attendais à ce qu'elles nous introduisent sur tout ce qui est masculinité, c'est ça, santé tu vois. mentale. Elle vient nous mettre un peu de pied dans la sauce et puis maintenant on est là. On va parler d'autres choses. Ouais, Les gens étaient ouais. même saucés déjà par ce Ouais, sujet. grave. On va refaire ça. Ouais. On nous a fatigués là. Oh là là. Comment ça va Patrick? Bah, ça va, c'est un petit dimanche tranquillement, là, Ouais. avec les amis, donc ça va. Ouais. Et toi, c'est comment? Écoute, moi ça va, hein, on est là, on est posé. Chez Nikita, on a mangé des crêpes avec des farines bizarres. Non, là, honnêtement, tu parles mal. C'était Tu parles mal, c'était beau. c'était très bon, mais voilà, on a Ouais. fait les cobayes, c'est sympa. Voilà, on boit de l'eau. Elle a ça, dit que c'est c'était farine de quoi? de patates douces. Patates douces. Non, c'est très bon. J'avais jamais goûté, hein. C'était très bon. Ouais. Je critique, mais c'est bien. on Elle va soutient- bientôt commercialiser ça, donc Oui, restez tu la à connais. l'écoute. Ouais, c'est bizarre ça, hein. Ouais. Commerçante. Femme battante. Abidjan! Femme battante. Femme capable. Businesswoman. Multiple income. Smart money woman. Ok, Patrick, restons sérieux, s'il te plaît. Est-ce que peut-être tu veux te présenter un petit peu aux auditeurs, j'allais dire aux téléspectateurs. Alors, oui, non, je peux me présenter. Patrick, j'ai quel âge? D'ailleurs, 33 ans. Jésus. Yeah. 33 ans, bientôt 34. Je suis installé à Abidjan depuis, bientôt 2 ans, mais avec des coupures. Et je suis quoi? Je suis web designer, créateur de contenu, et je suis célibataire. Ok. Et toi alors, donc, vas-y. Ouais, moi je vais me Présente-toi. présenter, ce que tu m'as pas demandé. Tidiane, 30 ans, fraîchement, 30 ans. Tu es jeune, hein? Ouais, assez jeune, Ouais. assez jeune. Ça se voit un peu. 30 ans, vas-y. 30 ans, ivoirien, né, grandi en Côte d'Ivoire, parti en France pour le collège, revenu il y a 3 ans. Je suis juriste, spécialisé dans les fintech, et je suis en couple depuis 10 ans. God damn. Juste pour dire, je suis Ouais. pas ivoirien, moi, hein, personnellement. Je suis camerounais. Je pense que tout le monde Mais, a entendu. Je pense qu'il n'y a mais, pas de doute. je cherche à avoir la nationalité. Tu cherches. Ah, oui, donc il a dit les célibataires, mais si vous voulez envoyer vos CV, un critère, même si vous êtes vilaine, mais ivoirienne. Ivoirienne avant tout. Il cherche les papiers, il veut plus partir. Je ferai pas de commentaires. Sans présence de mon avocat. Il est là. Ok.
Écoute, comme le thème quand même, comme on est dans le mois de la santé mentale des hommes, on va commencer peut-être à parler de choses sur la santé mentale, plutôt que de rigoler là. Donc moi, ce que je me suis dit, je vais te poser quelques questions pour jauger, c'est trop dire, mais pour voir où tu en es de ta santé mentale, Patrick. Ok, aucun souci. Est-ce que t'es déjà allé voir un thérapeute, Patrick? Degré, non. Je suis jamais allé voir On t'a forcé? Qui t'a forcé, Patrick? Non, sois libre. Je vais préciser Un ma safe pensée. space. Non, ce que je voulais dire, c'est que non, degré, personne m'a jamais, degré et de force, j'y suis jamais allé. Ce que je voulais dire, c'est simplement, non, c'est plus jeune, en fait, vers, je crois, 5 ou 6 ans, ma mère, m'a fait checker par un docteur parce qu'elle trouvait T'étais bizarre? J'étais un peu bizarre. J'étais un peu bizarre. Elle trouvait que je faisais trop de conneries. Okay. Mais ça va, le docteur l'a rassuré à l'époque. Le docteur avait dit que j'étais juste hyperactif. Ok. Et que j'avais besoin de me dépenser. Okay. Mais sinon, depuis, non, je suis pas allé voir un thérapeute. J'ai, pour le moment, en tout cas, pas eu la nécessité ou le besoin d'y aller pour l'instant, en tout cas. Ok, d'accord. Ça va bien. Et toi, c'est comment à ce niveau-là? Non, moi, je suis jamais allé voir de thérapeute. Mais un peu pareil, pas degré. C'est... Moi aussi, I got checked un petit peu par ma mère aussi, mais un peu plus tard, au moment où en fait mes parents ont divorcé, au moment du divorce, je pense qu'elle voulait me faire checker sans que ce soit un truc officiel, genre tu vas aller voir un psy. Donc elle a dit non, on va aller voir une de mes amies qui habite à la campagne. Mais après j'ai compris que c'était un psy, tu vois. Mais donc voilà. Mais bon, ça a duré 30 minutes et puis voilà. Donc non, je peux pas dire que j'ai déjà suivi une thérapie. Voilà. Mais peut-être qu'il faut s'y mettre. Ouais, non, qu'il faut s'y mettre. c'est des questions que j'ai, en tout cas, moi, que j'ai sur ça de manière générale. Après, peut-être que j'aurais dû le faire à certains moments. Ouais. Peut-être j'aurais dû faire ça. Notamment, je pense que moi, les plus gros traumas, je pense, c'est les deuils. Ouais. C'est les décès, c'est un genre de choses. Peut-être que c'est à ce moment-là où j'aurais dû le faire, mais même dans ces moments un peu critiques, j'ai pas forcément senti la nécessité d'aller consulter quelqu'un d'extérieur, un professionnel dessus. Ouais. J'ai géré ça plus ou moins à ma façon. On dira ça. Je pense qu'on reviendra sur ça un peu plus tard. Ouais. Mais non. Après, sur le futur, je dis pas que je vais jamais y aller ou quoi que ce soit. Hein. C'est quelque chose où je laisse toujours la porte ouverte, que ce soit plus tard, si je suis en couple. Peut-être qu'il y aura besoin de thérapie de couple. Hein. On s'en sait jamais. Tu sais. Après 10 ans, 15 ans, 20 ans, à un moment donné, peut-être faut faire le point un peu. Des paliers. Voilà, les enfants. Je pense aussi les enfants. Donc il y a plein d'occasions en tout cas qui vont se présenter où je pense qu'il y a toujours moyen d'aller voir un thérapeute et même professionnellement. Hein. Peut-être si ça se trouve, je vais avoir besoin d'aller en thérapie pour soit passer des paliers, soit pour mieux gérer du stress, de la pression. Mais pour l'instant, en fait, non, j'ai jamais eu une nécessité, une envie particulière d'y aller. Quand tu dis, t'as dit quelque chose qui m'a interpellé, tu dis à chaque fois que j'ai eu des occasions où peut-être j'aurais dû aller, en fait j'ai géré moi-même, tu vois. Ouais. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu penses que c'est parce que tu as réussi à trouver en toi des ressources internes pour te faire aller mieux, ou est-ce que tu penses que c'est du déni? C'est une très bonne question. Là, mon ami, on est dedans. Ah, il y a du niveau là. Mais non, en fait non, je pense que j'ai trouvé les ressources finalement. Je pense que j'ai tout simplement trouvé des ressources. Déjà parce que je pense que moi déjà je suis familialement je suis un enfant unique. Okay. Donc moi je pense en tout cas c'est de là où c'est parti, où le fait justement d'être enfant unique m'a mis dans des situations où j'avais beaucoup de temps pour moi. C'est-à-dire que vraiment de gré quoi et de force vu que tu es solo. Tu as du temps pour rêvasser, tu as du temps pour jouer, tu as du temps pour rien faire du tout. Et ça m'a mis dans une situation où finalement j'ai pu un peu, je pense, psychoter un petit peu sur qui j'étais, ce que je faisais, pourquoi je faisais ce que je faisais, et même la relation surtout, je pense, avec mes parents, ou ma mère notamment, comment c'était quoi. Je pense que assez vite, j'ai pu avoir, en tout cas avec ma mère, un rapport plus ou moins sain. C'est-à-dire que ma mère n'est pas une personne facile quoi. C'est une mère africaine. Avec ses repères, les stéréotypes. Non, c'est pas les stéréotypes. C'est que c'est une mère africaine qui a des attentes par rapport à la personne qu'elle a élevée, qui sont ce qu'ils sont, qui viennent aussi elle de comment elle a élevé, de son vécu. Et ça, pour le coup, j'ai eu la chance de pouvoir plus ou moins avoir cette lecture relativement tôt. C'est-à-dire que j'ai pas eu à juger ma mère sur quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'ai jamais commencé à dire ma mère est ceci, ma mère est cela. Après, ça veut dire qu'on a eu des rapports faciles, hein, ça loin de là. Mais je crois qu'à partir de là, en fait, finalement, familialement, j'ai pu avoir un socle
sur lequel où j'ai jamais eu besoin de me dire on m'aime pas, tu vois. En fait, j'ai pas eu de questionnement sur l'amour en fait de mes parents. J'ai jamais eu. Et c'est à partir de là, je pense que c'est déjà une chose pour moi en tout cas primordiale qui va faire que je vais avoir une base déjà un peu plus solide. Et ensuite, il y a mon cercle d'amis. C'est-à-dire que j'ai la chance, aujourd'hui, j'ai des amis, je peux dire, je les connais depuis 25 ans. Ouais, je vois. Tu vois, donc ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui c'est souvent le cas hein, pour les enfants qui sont enfants uniques. Exactement. Ils se construisent en fait une fratrie en dehors du cercle familial, moi qui peut inclure par exemple des cousins ou même du coup des amis. Moi je vois souvent ça, des amis. Alors moi je suis pas enfant unique du tout, mais je vois souvent des amis qui sont enfants uniques. Ouais. Ils ont des amis qu'ils ont depuis 20 ans, 25 ans, alors que moi bon tous les 3 semaines je change, tu vois. Ouais. Non, et aussi la particularité, je pense que ça c'est sur le parcours, c'est que je suis né au Cameroun. Ouais. J'ai fait toute ma scolarité au Cameroun, je suis parti qu'à 17 ans. Okay, je vois. Donc j'étais en école française et en fait, je pense aussi il y a ce truc-là dans les écoles françaises. Au final, on fait notre scolarité quasiment ensemble. En tout cas, si tu as commencé avec quelqu'un en maternelle et qu'il est resté jusqu'au bac, généralement vous êtes amis pour quasiment la vie, quoi. Sauf si après vous vous séparez, que chacun va, je sais pas, l'autre va en Australie, toi tu vas au Pérou. Mais sinon, en principe, vous restez. En fait, c'est ce qui se passe finalement pour moi. Et après, au-delà de ces amis finalement d'enfance, qu'on va dire. Au début finalement de ma période d'adulte aussi, j'ai rencontré des gens assez intéressants avec qui je suis toujours ami aujourd'hui et qui ont permis aussi d'avoir, notamment chez les hommes, on a eu ces discussions finalement par rapport à la santé mentale, à comment, à l'époque on appelait ça pas du tout ça santé mentale, hein, c'était plus comment on gérait nos émotions, comment on gérait nos relations, que ce soit familiale, que ce soit amoureuse, romantique. Et je pense que c'est toutes ces petits, ce support système comme on appelle ça maintenant aujourd'hui, qui m'a aidé finalement moi à mieux gérer finalement ce que je vais appeler quand je vais dans le puits, quoi. Quand je vais dans un trou noir, quand je vais dans ces situations-là, au final, maintenant, je pense que je gère ça, j'encaisse, quoi. J'encaisse pas, je pense pas que ce soit du déni, j'ai que j'encaisse vraiment cette période où on va mal, cette période où t'as envie de rien faire finalement, envie de rien faire, t'as juste envie d'être allongé sur ton canapé et de regarder le plafond, quoi. Donc je pense que maintenant, effectivement, après, on sait jamais. Il y a peut-être des choses enfouies, et c'est là où je pense un professionnel peut aider. Tu vois, il y a des choses, tu peux pas tout gérer toi tout seul. Ouais, donc je disais, en fait, tu disais que peut-être c'est enfoui, mais en réalité, ce que tu dis, c'est que, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas eu de choses qui t'ont assez bloqué pour que tu ressentes le besoin ou l'envie d'aller parler à quelqu'un d'externe. Exactement. Ok. Donc ça veut dire en tout cas que si tu as des traumas, tu fonctionnes avec. Tu arrives à être en société. Oui, non, je suis fonctionnel. Non, je suis fonctionnel, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ok. Et toi, c'est comment? À quel niveau? Non, mais toi, au niveau de comment est-ce que tu gères tes traumas? Comment est-ce que tu justement, comme tu es jamais allé voir de thérapeute, est-ce que tu as eu des traumas? Est-ce que tu estimes que tu as eu des traumas? Ou est-ce que tu es un peu comme moi, tu arrives à être fonctionnel avec tout ça? Non, je pense que tu as forcément des traumas. Le trauma, c'est relatif, c'est-à-dire que toute personne, je pense que tu construis ta vie sur des traumas de toute façon. Je pense que l'idée selon laquelle un être humain évoluerait sans trauma, etc., c'est pas le cas. Tu as forcément des traumas. Après, oui, le trauma d'une personne n'est pas le trauma de l'autre, tu vois. Donc oui, sûrement, oui. Enfin, oui, j'ai eu des événements peut-être difficiles. Moi, c'est vrai que un peu comme toi, j'ai tendance à ce moment-là à un peu me renfermer et à un peu faire de l'introspection. Je sais que moi aussi, souvent à ces moments-là, j'ai des exutoires. Ça va être beaucoup de sport, ça va être le contrôle. J'ai un petit problème de contrôle. J'adore l'euphémisme. Des amis mauvais. Les amis mauvais. Un petit problème de contrôle. Un petit problème, c'est-à-dire qu'en général, ça va être des moments où je vais aimer maîtriser ce que je peux maîtriser parce qu'il y a quelque chose qui m'arrive que je peux pas maîtriser. Tu vois, donc ça va être des moments où je vais énormément travailler. Ça va être des moments où, à l'époque, quand j'étais étudiant, où j'allais énormément étudier, où j'allais être très carré, où j'allais aller courir, m'entraîner pour faire un marathon, un semi-marathon. Enfin, tu vois, j'allais trouver des exutoires et puis ensuite, toi, tu vas dire rentrer dans le puits ou rentrer dans le bois. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, rentrer à l'intérieur de toi pour un peu voir comment faire pour aller mieux, tu vois. Maintenant, effectivement, les questions se posent de savoir est-ce que c'est réellement, et c'est pour ça que je te posais la question, c'est de savoir est-ce qu'en réalité on a trouvé des mécanismes pour fonctionner et enfouir, ou est-ce qu'on a vraiment réussi à faire des démarches qui nous ont permis de dépasser les traumatismes et de tu vois, d'avancer. Donc je pense que ce sera intéressant
on verra quand on ira voir Oui, je pense. le thérapeute à un moment. Ouais, je pense que verra. on saura ça plus tard. Je pense Ouais. que c'est pas, maintenant c'est un peu difficile, mais plus tard, je pense il y aura des réponses à ces questions-là, et s'il y a des enfants un jour, s'il y a Ouais. des couples un jour, du moins, un couple de mon côté, on verra à quoi on fait face, quoi. Ouais, non, c'est clair. Parce que je pense que là, comme je suis solo aussi, je pense que j'ai une manière de fonctionner qui fait que je fonctionne de manière solo, mais si Ouais. demain je suis confronté à quelqu'un tous Ouais, les quand jours. tu vas aller dans ton puits là pendant 3 mois, je pense que ça va saouler l'autre. Quand Ouais, je pense, tu vois, il y a des choses comme ça, tu vois. Donc, c'est une autre démarche. Bon, après, ça, c'est pas pour maintenant. Mais il y a une autre démarche. Pareil, si tu as des Qu'est-ce grosses qui est pas têtes, pour maintenant. bah, les grosses têtes qui courent Ah. partout, là, tout ça, tu vois, c'est Ouais. pas pour tout de suite. Ouais, je comprends bien. Mais tu vois, rien que là, cette discussion, Ouais. c'est vrai qu'on l'entend pas beaucoup, tu vois. Rien Ouais. que d'avoir, pourtant on n'a absolument rien dit, hein, honnêtement. Oui, non, on n'est pas on a- rentré on- dans les technicalités de non, quoi que ce soit. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas souvent le point de vue un peu masculin sur ces sujets-là. On a un peu l'impression que, oui, la plupart des hommes, en fait, ils ont pas de trauma. Et le Mhm. trauma, quelque part, en fait, ça se passe et tu gères. Et après c'est fini, et après tu avances parce que tu es un homme. Oui, tu vois. mais c'est parce que Et bon. en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui trouvent des mécanismes qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins réels, c'est-à-dire soit d'enfouissement Bien ou sûr. soit de dépassement. Mais Bien en sûr. tout cas, je pense que parce que ouais, ils traversent des choses. Et je pense que même dans les échanges entre hommes, il y a pas ça non plus, tu vois. Non. Je vois chez les femmes, enfin peut-être je généralise un peu, j'ai quand même l'impression que dans les amitiés femmes, tu peux Voilà, tu échanger. généralises. Oui, je généralise. Bon, écoute, Dans certaines amitiés, généralisons. oui. mais alors, dans certaines, on va dire dans des amitiés, ouais. dans des amitiés qu'on considère fortes bien sûr. entre femmes, il va avoir la possibilité de discuter de certains sujets où on est vulnérable, etc. Alors que même dans des amitiés fortes hommes, mon ami, on va faire le sport ensemble, tu vois, on va jouer à la PlayStation ensemble, on va rigoler ensemble, mais rarement je vais dire ouais allô. Ouais, ça va pas. Enfin, en tout cas, c'est très rare. Après, toi, tu dis que tu as réussi à avoir Ouais, moi j'ai une chance de un ouf. support système tôt. Ouais. Moi, en tout cas, ce support système-là, pas tellement avec Après, des c'était amis, pas avec tout le monde, hein. Ouais. Après, c'était pas avec tout le monde. C'est que tu peux avoir un groupe de 5 personnes et et la vérité, c'est qu'il n'y a pas forcément de nécessité d'avoir 50 personnes. Ouais. Des fois, c'est avec une ou deux personnes, justement, sur lesquelles vous vous questionnez et vous pouvez avancer, hein. C'est pas une nécessité d'avoir tout le groupe. Et des fois, tout le groupe, parce qu'on a chacun des parcours de vie et des relations aux autres, à nos parents, à notre environnement totalement différent, on va pas forcément avoir la même conception, même de l'ouverture, comme ce que tu dis, l'ouverture vers l'autre, c'est pas du... Voilà, chacun est comme il est, quoi. C'est clair. Moi, Ouais. je sais que c'est avec certains amis, effectivement, où on a eu des questionnements qui n'ont rien à voir avec les questionnements. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations sur ce qu'on vit en tant qu'homme noir. En tout cas, on peut chercher. C'est pas qu'on en a beaucoup, c'est qu'on peut chercher, on peut trouver Bien en tout sûr. cas de la ressource aujourd'hui en ligne, ou dans des livres, ou près de thérapeutes, qu'on n'avait pas forcément quand moi j'avais 15, 16, 17 ans, tu Ouais, vois, bien sûr. où il fallait que je fouille vraiment Internet et compagnie. Mais c'est plus vraiment des binômes ou des trios où on a eu des discussions en tout cas, parce que soit l'autre était mal. C'est qu'à un moment donné aussi, je pense qu'il y a le côté, l'amitié, c'est aussi quand l'autre va mal, à un moment donné, tu vas pas juste lui taper sur le dos et lui dire ça va aller. Non, je suis d'accord que c'est pas ce qu'il faut, mais en pratique, c'est ce qui se passe énormément. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est pour le changement aussi, c'est à un moment donné, entre nous, je pense qu'on s'est dit, bon, ok, mon gars va mal, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Tu vois, et quand tu commences à, ok, mon gars va mal, mais aussi ma maman va mal, mes oncles vont mal, bref, le monde va mal. Concrètement, tu vois, c'est par étapes, mais après, vous cherchez plus ou moins ensemble et vous échangez les ressources et vous vous documentez, vous allez écouter des gens parler pendant des heures de ces questions-là. Ouais. Et c'est comme ça où, plus ou moins, tu peux arriver parfois à essayer de comprendre certaines choses, quoi, tout simplement. Ouais, je vois. Tu vois, tu as mentionné là, par exemple, de certaines personnes de ton support système, tes parents, etc. Je sais que, par exemple, beaucoup d'entre eux sont en France aujourd'hui. Toi, t'es rentré il y a 2 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer? Je dis rentrer. Tu es revenu sur le continent, en tout cas. J'étais fatigué. Non, j'étais fatigué, vraiment. En fait, j'avais fait le tour. Moi, j'ai jamais vraiment vu la France ou l'étranger comme la destination finale. Pour moi, c'était plus un passage. Le Cameroun a été colonisé par la France, donc c'est un peu un passage obligé. Ouais. Donc oui, je partais faire des études. Moi, c'est mon idée, c'était de partir faire des études, faire quelques années et je sais pas si c'était rentré au Cameroun, je sais pas si c'était rentré au Sénégal, mais je sais qu'à un moment donné, de toute manière, de mon parcours professionnel et de vie, j'allais retourner sur le continent. Donc, je pense que le moment où moi je suis rentré, je pense que
mentalement, j'avais fait le tour. Mhm. Et j'étais fatigué, au final, de plus ou moins de devoir justifier d'être un homme noir en France, quoi. À un moment donné, je veux dire, aujourd'hui, il faut se rendre compte, on est en 2021, à la télé, ce qui passe, c'est Éric Zemmour, quoi. Ouais. Je veux dire, on est à, je sais pas, c'est à 3-4 mois. Quand c'est pas Éric Zemmour, c'est comme Nikita a dit, des gens d'autres noirs qui vont avoir ce genre de pensée-là. C'est difficile. En fait, je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est une nécessité pour moi, en tant qu'homme noir africain, de devoir vivre ça au quotidien? Ouais. Est-ce que c'est une nécessité? C'est pas forcé, quoi. C'est pas forcé, en fait. C'est pas forcé. J'ai quelques compétences. Ouais. J'ai quelques compétences. Je peux m'expatrier pour ceux qui pensent que machin. Je peux aller où je veux, en fait, final. Je peux aller, je peux rentrer au Cameroun, je peux rentrer en Côte d'Ivoire, je peux rentrer en Afrique du Sud, mais je peux aller même en Asie. Je peux aller, en fait, la question, c'est vraiment, est-ce qu'à un moment donné, je dois continuer de subir tout ça, en fait? Ouais. Et pourquoi je le subis? Je continuerai à le subir. Ouais. Qu'est-ce qui me motiverait à le subir? Ouais. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Ma mère est entre les deux pays au final aussi, donc j'ai pas de nécessité, tu vois. Et puis moi je me sens toujours très à l'aise sur le continent, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais au Cameroun, oui, le Cameroun est un pays très difficile, mais je suis à la maison. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis à la maison. En vrai, je pense que tu peux mettre quasiment les 54 pays, voire 55, ça dépend, les réseaux sont donnés. Je vais être plus ou moins à l'aise, en fait. Ouais. Je vais avoir ce côté, en vrai, on est chez nous, on est entre nous, et puis on a nos problèmes. Mais il y a des trucs, en tout cas, qui sont plus normaux pour moi, en tout cas, d'accepter en 2021. Ouais. Et voilà, pour moi, c'est... Et comment se passe le retour, du coup, depuis 2 ans? Franchement, pour moi, c'est... En fait, comme je dis, moi, j'ai pas à me plaindre, en fait. J'ai pas à me plaindre. Je trouve que c'est... en termes d'accueil, en termes de ce que j'ai pu faire, en termes de réseau, que ce soit amical ou professionnel, moi, ça s'est passé un peu comme... très facilement, au final. Ouais. Tu vois, donc vraiment, moi, je peux pas dire grand-chose de négatif sur mon retour. Même si ça s'était mal passé, je pense que c'est un peu ça fait partie de la vie finalement, c'est de prendre des décisions un peu fortes, parce qu'au final je l'ai pris un peu sur un coup de tête aussi. Ouais. C'est que moi je suis venu en vacances, hein. Oui, je voilà, me rappelle, mon ami. L'audience est en train de rigoler là, mais moi je suis venu en vacances 2 semaines. Ouais. Bon, j'étais venu en 2015 déjà, 3 semaines, j'étais venu, etc. Bon là c'était vraiment très touristique et compagnie. Et donc je m'étais dit que je revenais là 2 semaines, j'avais fait Abidjan, il y avait la Sunday, le festival la Sunday, et Accra. Il y avait Afro Nation, Afrochella. Donc là, c'était un programme chargé, quoi. C'était un programme 2 semaines en Côte d'Ivoire, 2 semaines du côté d'Accra. Et puis, je reprenais mon avion, direction la France et ses problèmes. Et puis, finalement, non, je suis resté un peu plus... Ouais, je suis resté un peu plus longtemps, quoi. Je suis resté un peu plus longtemps et non, et je regrette pas et je suis très content du retour. C'est à la fois les rencontres. Moi, je pense qu'il y a les rencontres. Il y a beaucoup de rencontres, de bonnes rencontres, de belles rencontres humaines aussi ici, en tout cas que j'ai eu à faire, notamment à la Fondation d'Onvaï. C'était voilà, c'est un pool essentiel en tout cas de mon fonctionnement et c'est Abidjan. Ouais. Et ça se passe bien. Franchement, ça se passe bien. Mais après, c'est pas angélique. Hein. Je suis pas en train de faire de l'angélisme en disant que c'est parfait, etc. Non, c'est juste que moi, dans ma démarche de retour, j'accepte tout ce qui va avec. Ouais. J'accepte le positif comme j'accepte le négatif. Parce que ça fait partie du truc. Je me vois pas rentrer dans un pays. En plus, je suis pas chez moi. Factuellement, je suis pas au Cameroun non plus. Donc moi, j'accepte cette part de risque, cette part de complication qui est liée au fait d'aller dans un pays où t'as pas tonton, tata, maman, papa qui peuvent t'aider à solutionner un problème que tu aurais. Et c'est aussi ça que je cherchais. Je cherchais aussi ça, un peu le côté aussi, on est sans filet. Parce que ça dit des choses de toi. De partir comme ça un peu sans filet, sans attache, et d'aller dans un pays un peu que tu connais pas, ça dit des choses de toi et tu en apprends sur toi. Tu vois. Et je pense que je réitérerai peut-être à l'avenir, je sais pas, dans 15 ans, 20 ans, la même expérience d'aller dans un autre pays, peut-être de culture totalement différente. Parce que effectivement, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, il y a des choses un peu similaires. Mais peut-être d'aller dans des pays encore plus différents, ça peut être intéressant, quoi. De pas rester juste sur notre précaré qu'on connaît et de rester, j'aime bien aussi ça, j'aime bien ne pas, rester juste sur les acquis et les choses que je connais, quoi, tout simplement. Et toi, au niveau professionnel, pourquoi tu as décidé de rentrer finalement c'est quoi? C'est un hasard? C'est les opportunités? Qu'est-ce qui t'a fait rentrer? Bon, moi, un peu comme toi, je pense que je me voyais pas rester en France. À plus ou moins, je savais pas à quelle échéance, mais je savais que j'allais rentrer, pour le coup, en Côte d'Ivoire. Après, c'est vrai que mon retour a été... je vais pas dire précipité, disons, en fait, on était venu en 2016 pour des vacances avec ma copine, pour aussi présenter
ma copine à mes parents, qui sont ici, parce qu'elle connaît ceux qui étaient en France. Mais, parce qu'elle est pas ivoirienne. Ok. Mais elle est africaine. Le panafricanisme. Juste, Les au cas où il y aurait des questions bizarres. Ah ouais? Toi, tu... Non. Et donc, ouais, elle est venue ici pour rencontrer la famille et tout ça. Et puis, quand on est rentré, en fait, c'est drôle, hein, mais à l'aéroport, au retour, en fait, il y avait c'est une anecdote, tu vois, mais il y avait un des douaniers, là, il y avait une tantie devant nous, et puis en vérifiant son passeport, il a dit « Ah, mais vous, c'est toujours difficile de vous reconnaître, vous changez tout le temps de coiffure et tout ça. » C'est-à-dire, on n'était même pas encore sortis de l'aéroport que quelqu'un se faisait agresser, tu vois, enfin, une micro-agression comme ça. Viens Et au c'est vrai Cameroun. que, ouais, non, mais là, c'était au retour, tu vois. Non, mais, et c'est vrai que dès qu'on est arrivé chez nous à ce moment-là à Paris, je crois que, soit immédiatement, soit en tout cas dans les jours qui ont suivi, Ouais. on a eu la discussion de se dire, bon, est-ce que on n'irait pas vivre là-bas. Bon, elle ne voulait pas particulièrement rentrer au Rwanda, mais elle m'a dit, ouais, franchement, est-ce qu'on n'irait pas vivre là-bas? Donc, c'est resté un peu dans notre tête comme ça. Okay. Après, en avançant, on s'était dit, ouais, ce serait intéressant, vraiment. On commençait à se dire, mais sans que ce soit très concret, à se dire, ouais, le temps, moi, j'étais encore en fin d'études, elle venait de commencer à travailler. Donc, on a commencé à se dire, bon, bah, quand tu vas finir, on va voir comment le truc, etc. Moi, je me voyais encore faire peut-être 2-3 ans. Et puis, en fait, dès qu'on s'est dit que j'allais partir, j'ai trouvé un travail, dans, je sais pas, dans la semaine quasiment. C'est-à-dire, c'est comme si on avait la discussion, on se disait, ouais, franchement, dès que tu finis ton barreau, tout ça, parce que je passais le barreau à Paris, tout ça, on commence à regarder, tu vas faire 2-3 ans ici, puis on part. Puis, en fait, on se dit ça. Et puis, une semaine plus tard, j'ai, par une connaissance, de la fac qui me dit, ah, mais il y a telle société qui cherche exactement ton profil, un Ivoirien qui fait du droit, mais qui a fait de la finance, qui veut rentrer en Côte d'Ivoire, il paye bien, voilà. Donc, j'ai beaucoup hésité, mais au final, je me suis dit, bon, écoute, si l'opportunité s'est présentée là, je vais rentrer. Et c'était quoi la réaction de tes parents, notamment quand tu as fait ce choix-là? Ils ont sauté de joie, ils étaient comment? Bon, ma mère, elle vit en France. Elle a compris, elle trouvait ça bien. Elle avait pas particulièrement de réaction ni en bien ni en mal. Ça faisait sens quoi pour elle. Mon père, lui, il a dit, ah mais t'es sûr? Là, tu es dans un bon cabinet. Parce que le cabinet dans lequel je faisais quand tu passes le barreau, tu as un stage final dans un cabinet. C'était un très grand cabinet et puis il m'avait fait une offre en fait, qui était très intéressante financièrement. Et donc mon père me dit, pourquoi tu vas venir te fatiguer ici? Là, t'as fait une offre avec beaucoup d'argent, tout ça. Et en fait, moi, je me disais, mais non, moi, je veux rentrer. En plus, c'était bizarre parce que c'est lui, plus jeune, qui nous disait, bon, vous allez faire vos études, mais ne restez pas en France, tout ça. Mais je pense que en avançant, là, il s'est dit, non, quand même, il va être bien, il va avoir... et en plus, il disait pas ça pour lui, juste pour pas, on va pas revenir encore sur la question de l'aide de la diaspora. C'est pas mon père me disait pas, garde l'argent là-bas, tu vas m'envoyer les Western Union chaque mois. Mon père gagne très bien son argent, il m'a jamais demandé d'argent, tu vois. Mais c'était plus pour moi-même en fait. Il se disait non mais tu vas être bien, tu es à Paris, tu es avec ta copine, voilà, vous allez prendre votre appartement et puis tu viendras les vacances en fait. Il comprenait pas pourquoi cette urgence de rentrer là dans un truc qui était moins, on va dire en tout cas moins bien rémunéré, même si c'était correctement rémunéré, et moins prestigieux peut-être que si j'étais resté dans ce grand cabinet à Paris, etc. Après, non, moi j'ai écouté ce qu'il a dit et tout ça, mais moi j'étais fixé quoi. Donc moi je suis rentré. Après c'est un peu différent de toi parce que moi je suis rentré pour le coup à la maison. Oui. Donc je suis rentré avec j'ai toute ma famille, etc. Donc c'est sûr que, et contrairement à toi aussi, moi je suis pas parti à 17 ans, 18 ans, je suis parti j'avais 10 ans. Donc même si je revenais les étés, Noël, tout ça, mais comme je suis parti il y a 10 ans, enfin quand j'avais 10 ans, c'est vrai qu'il y a eu une nécessité de réintégration quelque part, tu vois. Mais que moi j'ai très bien vécu honnêtement. Mais je pense que ça dépend de l'état d'esprit des gens. Moi je suis arrivé malgré tous mes gros diplômes, etc. Mais je pense avec beaucoup d'humilité quand je suis rentré. Donc je regardais, il y avait des choses que j'avais envie de critiquer, je me taisais. Il y avait des trucs, j'essayais de comprendre, de re-rentrer en fait dans l'environnement local, de me réacclimater, de redevenir non pas un noir de France qui arrive en Côte d'Ivoire, mais de redevenir un Ivoirien en Côte d'Ivoire, tu vois. Avant, et je m'autorisais quasiment pas à critiquer ou avoir une vision un peu critique ou condescendante avant de passer un certain nombre de temps à comprendre en fait les réactions. Parce que j'avais justement en horreur les gens de la diaspora qui venaient et qui critiquaient tout, tu vois. Donc c'est vrai que
c'est vrai que du coup moi ma réintégration s'est bien passée. Je dis pas que tout a été rose, il y a des choses vraiment qui m'énervaient, il y a des choses qui étaient difficiles, mais bon, je trouve qu'on le prenait avec beaucoup de philosophie, en essayant de réfléchir. Et puis comme tu as dit, il y a des centres aussi à Abidjan, notamment, oui, tu as parlé de la fondation, qui sont des lieux de rencontre et d'échange, et qui permettent aussi toi de poser des questions, de dire ouais, et de débattre, de dire ah mais toi tu dis ça, mais moi je pense que, mais toujours dans le débat, même sur des choses qui toi peut-être te semblent acquises, de pas partir du principe que parce que toi tu les considères acquises, la personne en face de toi en fait n'a pas de point de vue. Donc moi ma réintégration s'est bien passée, il y a eu des ajustements à faire avec la famille parce que entre les attentes de présence importante et moi aussi mon nouveau mode de vie, comme j'étais en Europe où j'aime bien rester chez moi, lire mes livres et tout ça machin. Donc voilà, il y a eu un peu de on va dire d'adaptation, de dire bon, je vais passer ce dimanche, mais peut-être pas le prochain. Et du coup, moi aussi, j'ai trouvé mon plaisir à, en même temps, être très entouré et tout ça, mais en même temps garder, on va dire, mon équilibre en ayant le temps d'être chez moi, seul, de ma vie, etc. Donc non, moi, un retour très positif, très très positif de manière générale, et très content, comme t'as dit aussi, des belles rencontres. Des belles rencontres, que ce soit de personnes ivoiriennes, que ce soit des gens d'autres pays africains également. Donc non, vraiment 3 ans en tout cas de bonheur pour l'instant. Ouais, de toute manière, si on n'était pas satisfait, je pense qu'on serait pas là à enregistrer un podcast. Hein. Ça c'est clair. Tout à l'heure, tu parlais du retour, notamment avec la décision que vous avez prise avec ta compagne. Comment est-ce que vous avez justement vécu ça en couple au final? Vous êtes rentrés ensemble? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Tu vois? Comment votre couple, en tout cas votre binôme, a géré ce retour-là? Ouais. Bon, nous, en fait, c'est vrai que comme ce que je disais, moi, j'ai trouvé très rapidement, en fait, sans chercher, pour rentrer. Donc, c'est vrai qu'on a eu... je suis rentré avant elle, tu vois. Et au début, c'était vraiment difficile, parce on avait l'habitude de vivre ensemble, de tout partager. Donc, il a fallu apprendre, on va dire, à vivre à distance, tu vois. Mais... au final, la distance a été bénéfique. Okay. Parce que je pense que c'était quitte ou double. C'était soit on prenait vraiment le temps, malgré la distance, d'échanger énormément et de parler tout le temps, constamment et tout ça, et de sorte à garder un lien. Soit chacun se prenait dans sa vie, en fait, très rapidement, il n'y allait plus avoir le lien, je pense. Tu vois. Donc, aujourd'hui, je dis ça... peut-être il y a 1 an et demi, j'aurais pas dit ça comme ça. Okay. Mais aujourd'hui, avec du recul, franchement, je considère que la distance du début a été quand même positive, tu vois. Okay. Parce que ça a vraiment permis on voulait vraiment que ça marche, et donc du coup, on a vraiment fait des efforts particuliers pour vraiment garder le lien. On parlait tout le temps au téléphone, on échangeait énormément. Et puis voilà, ça a permis aussi, je pense, parce que comme ça fait très longtemps qu'on est en couple, ça a permis d'avoir un sas c'est pas de séparation pour le coup, mais de se retrouver un peu seul, de réexplorer, parce qu'au final, c'est vrai que ça faisait longtemps, on s'est rencontrés, moi j'avais 20 ans, elle en avait 22, très rapidement, ça marchait bien, donc on s'est mis en couple, donc c'est vrai que c'était la première fois tout d'un coup depuis ça, où, j'étais seul chez moi, je pouvais faire, je n'avais plus à intégrer les avis ou quoi que ce soit d'autres personnes chez moi, si j'avais envie de manger ça, de faire ça. Bon, même si on est assez libre, qu'on vit ensemble et tout, mais c'est vrai que ça permettait tout d'un coup de revenir tout seul et puis de peut-être se redécouvrir aussi tout seul. Ça aurait pu être dangereux, je pense, de se redécouvrir tout seul. Abidjan. Mais Abidjan est dangereux. Mais non, ça a été. Okay. Ça a été, et puis aujourd'hui ça se passe très bien, quoi. Mais et toi alors, du coup, le retour et les femmes d'Abidjan? Joker. Non, honnêtement, ça n'a pas été très compliqué. Il n'y a pas eu grand chose au final, hein. Moi, ça a été assez léger en vrai en termes de relations. Ce genre de choses. Non, c'est vrai. Ça a été ok, quelques flirts par-ci par-là, mais rien de très très deep ou quoi que ce soit, quoi. Ouais. Donc moi, la question est vite répondue au final. Mais comment tu envisages du coup là? Si tu devais rencontrer quelqu'un, etc., comment tu t'envisages en fait, ça dépend. Ça, tu vois, c'est des questions toujours qui dépendent beaucoup de la situation de la personne que tu rencontres, du moment. C'est-à-dire, est-ce que je la rencontre à Abidjan? C'est quoi sa situation à Abidjan? Est-ce que c'est une vacancière?
qui repart dans 3 semaines? Est-ce que c'est une implantée? Ça, je peux pas te donner, en tout cas, une réponse fixe sur ça, tu as fait quoi. le tour de la question, quand même. Moi, est-ce que j'ai fait le tour de la question? Est-ce qu'elle a un gars? Très bonne question. Est-ce qu'elle a un gars? Bon, après, moi, les gars, c'est pas mon problème, hein. Ça, tu es vraiment mauvais, quoi. Non, je veux dire, ça, c'est son problème. Non, ton cœur est son... Les gars, c'est pas mon problème. Non, c'est vraiment son problème. Là. Mais est-ce qu'elle va le dire à son gars, qu'elle regarde un autre gars? Tu vois, ça, c'est d'autres problématiques. Ouais. Mais, non, moi, j'envisage ça, c'est vraiment au cas par cas. Je fais pas de plan sur la comète par rapport à ça. Ce qui se présente, et maintenant, je vais essayer de faire en fonction de ce qu'on va me dire. Ouais. Et de manière générale, tu vois, comment tu envisages le couple? Comment tu te positionnes, toi, en tant qu'homme j'attendais cette question. En cours de... je vais pas dire déconstruire, mais en processus de déconstruction. Comment tu envisages? C'est ma question favorite. C'est très simple. Ouais. Vraiment, moi, je veux rester à la maison. C'est-à-dire? Je vais rester et élever les enfants à la maison. Moi, c'est ça mon rêve. Hein. Mon rêve, c'est-à-dire que si tu me demandes vraiment, c'est juste... Tu veux une sugar mama? Elle peut ne pas être sugar mama, mais si elle est sugar mama, je dis pas non. Mais non, moi, vraiment, mon truc idéal, c'est d'être à la maison, d'élever les enfants, de m'occuper de tout ce qui est l'entretien de la maison, du jardin, tout ça là, tranquillement. Hein. J'ai jamais mangé ta cuisine, tu dis tu vas t'occuper. S'il te plaît, tu es une femme. Ah donc tu ne cuisines pas tu ne t'occupes. S'il te plaît, je dois me réserver, je dois me préserver, hein. C'est comme ça, je vais aller gaspiller mon talent maintenant. Ton talent de cuisinier, d'accord, ok, d'accord. Non, mais en vrai, ouais, non, en fait, idéalement, ouais, je pense que je pourrais très bien me satisfaire d'un rôle d'homme au foyer, hein, dans un monde idéal. Tu chill avec tes enfants, tu chill à la maison, peut-être un petit side job. Peut-être un petit side job, là, mais que je peux faire de la maison, hein, où je veux pas trop sortir. Parce qu'au final, je suis assez casanier. Donc moi, rester à la maison, ça me dérangerait absolument pas. Mais la vie n'est pas facile comme ça. Donc tu t'inscris pas tellement dans un rôle de provider, de... Bon, non, ok, si on veut parler si on veut être un peu plus sérieux, ouais. Ça, encore une fois, c'est au cas par cas. Après, moi, j'aime pas trop les cases de ce style-là, parce que je pense que c'est une erreur qu'on fait beaucoup, c'est d'essayer, en fait, de prendre des cases externes qui ne sont pas, en fait, adaptées, finalement, aux réalités de chaque relation qu'on a. Ouais. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans une relation, effectivement, tu vas être provider, mais pendant un certain temps, tu vas être provider, en fonction peut-être de la situation de ta compagne ou de la personne avec qui tu es, ou de la tienne, tu vas être provider, et inversement, tu peux te retrouver dans une situation où c'est l'autre qui va provide et qui va... En fait, c'est des discussions. Je pense que c'est des discussions qu'il faut avoir, c'est des discussions où il faut faire le point sur ce que vous êtes, ce qu'on est dans cette relation, où est-ce qu'on veut aller. Et vraiment, concrètement, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles pas? Est-ce que tu es encore en cours d'études? À court terme... Tu veux chercher les étudiantes? Non, ça peut arriver. Il y a les gens qui sont, par exemple, doctorants. Ah oui, ouais. C'est tu veux chercher les doctorantes? C'est pas moi qui cherche, mais cherche. Mais tu vois, en fait, c'est toujours évaluer. Moi, je pense que c'est une question d'évaluer finalement dans quoi on est à l'aise aussi. Est-ce que tu es à l'aise dans un rôle de provider? Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas énormément d'être provider, dans le sens où j'aime bien faire plaisir aux gens. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas en rôle de provider, mais c'est plus le côté, ok, j'ai une bonne situation, tu as une bonne situation, et je vais te faire plaisir parce que tu es ma personne, tu vois, tout simplement. Mais ça va pas être le côté provider comme ce qu'on entend, où en gros, c'est un peu rapace même, c'est un peu controlling. C'est vraiment, en fait, je détiens la personne. Moi, en tout cas, je vois beaucoup le côté provider. Moi, je vois pas ça comme ça, tu vois. Le provider, je pense que c'est de dire que tu as la charge mentale des aspects matériels de ton foyer. C'est-à-dire, même si tous les deux vous gagnez l'argent, à la fin de la journée, si demain, par exemple, vous perdez tout, la société va regarder qui pour dire, tu as raté. Je suis d'accord avec toi sur ça, mais dans notre société patriarcale, c'est du controlling at the end of the day. La première fois que ce mot est sorti dans ce podcast. Non, c'est ça. Ça a mis du temps, hein, franchement, ça fait au moins 30 minutes qu'on discute patriarcal n'est pas arrivé. Oui, mais c'est que ça, il faut en avoir un peu conscience, c'est qu'effectivement, bien sûr, et en plus, quand on est en Afrique, ça c'est encore on est encore dans d'autres schémas encore. C'est juste que pour moi, la ligne est vraiment fine. C'est que ça peut très vite déborder vers, imposer finalement ses vues parce que justement on est le provider. Ouais. Et je trouve que justement il faut essayer d'avoir, en tout cas pour moi, après chacun fait ce qu'il veut dans son foyer, jusqu'à la limite, hein. Mais moi j'essaye justement de trouver la balance, parce que je trouve que c'est assez facile pour moi en tant qu'homme de tout de suite rentrer dans quelque chose qui est du domaine justement de je contrôle finalement la personne avec qui je suis parce que je gagne de l'argent. Ouais. Et la société veut que je fasse ça. Ouais. C'est-à-dire que ce soit les gens que je peux rencontrer à l'extérieur, ils vont tout de suite justement soit me juger mon caractère par comment je gagne ma vie, comment est-ce que je gère ma femme par rapport
aux moyens que j'ai, ou les femmes, ou les whoever qui me tournent autour. Et je pense que c'est une sorte de balance que je vais essayer de trouver justement sur, ok, où est-ce que je me situe par rapport à ça, quoi. C'est pour ça que j'essaie de, moi, en tout cas, de bien réfléchir à ce côté de, ok, tu mets tous les sous sur la table, tu mets tout le matériel sur la table, mais ça veut dire aussi, en contrepartie, comment vous fonctionnez. Ouais. C'est quoi votre rapport maintenant, en fait, au sein du couple? Est-ce que ça reste quelque chose qui est sain? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà de l'ordre du domaine tu assimiles le provider, en fait, au contrôle, à la domination. En tout cas, c'est quand je vois beaucoup de situations ici à Abidjan, en tout cas, on est sur ça, hein. Ouais. On est quand même sur ça. C'est que même la manière dont on va draguer ici souvent à Abidjan, c'est d'abord en achetant des choses aux femmes. Ouais, ou des restos, des choses, de restaurants, voitures, pour ceux qui ont les moyens, de la politique. Ouais. Mais tu vois, donc pour moi, ça va tout, en tout cas, ici, ailleurs aussi, mais ici, en tout cas, c'est ce que je vois beaucoup, en tout cas, chez les gens qui gagnent bien leur vie, même ceux qui ne gagnent pas forcément très bien leur vie, il y a ce côté très vite, le matériel est mis en avant. C'est-à-dire aujourd'hui, si je veux parler à une fille, je vais d'abord lui demander ou lui dire, je peux t'acheter telle chose. Oui, enfin quand tu dis lui dire, c'est-à-dire en tout cas dans ma drague, montrer, dans ta drague. Pas moi, hein, je dis de manière générale. Hein. Moi, papa, j'ai pas les moyens. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Et donc je trouve que déjà si tu mets ça dès le départ dans votre relation, il va falloir beaucoup de force mentale pour pouvoir en sortir de ce rapport-là, hein, sachant qu'on est évidemment dans des sociétés où ce rôle-là est aussi poussé. Le rôle de provider est poussé. Donc c'est pour ça que moi j'essaie de faire attention. Tu vois, et des fois tu peux pas échapper. À un moment donné, des fois tu peux pas échapper. Et ça dépend aussi avec qui tu te mets. Bien sûr. Comment est-ce que l'autre avec qui tu te mets voit la chose. Mais c'est pour ça que moi je pense que c'est vraiment... Il faut avoir de la flexibilité. C'est-à-dire que je suis pas totalement fermé sur quoi que ce soit. Je dis pas non plus, demain je vais seulement m'asseoir et puis je vais regarder le ciel, etc. Et en même temps, je me dis, je vais pas non plus tout acheter. Parce que pour moi, ça me donnait l'impression de vouloir totalement contrôler la personne et voilà, c'est pas... Je trouve pas ça forcément sain, quoi. Il faut trouver une part d'équilibre. C'est-à-dire l'équilibre, c'est pas forcément on va être à 50-50, hein. Mais il faut trouver une part, en tout cas, d'équilibre et surtout réfléchir, pour moi, en tout cas, à sa situation, à l'instant T, avec la personne avec qui on est en train d'essayer de faire quelque chose. Je peux pas te donner une réponse genre, pour tout le monde doit faire ça et tout le monde doit faire ceci, quoi. C'est vraiment là, individuel. Un jour. Donc, et toi, comment ça se passe, justement, dans ton couple, là, par rapport à ces questions? Moi, je pense, je sais que toi, tu es provider, n'est-ce pas? Je sens ça. Les gens du droit, là, tout ça, là. Ça, c'est les providers. Non, pas tellement. En fait, moi, c'est vrai que la question se posait pas tellement pour moi. Mais je pense que j'avais même pas, comme j'étais assez jeune aussi, je pense que, en fait, c'était inscrit, en fait, dans mon mode de fonctionnement que la responsabilité matérielle, du couple, reposait sur moi. Ouais. Mais je pense que c'était même un peu inconscient, tu vois, parce que, pour le coup, la personne avec qui je suis ne me faisait pas dès le début tellement penser ça, tu vois. Elle est très indépendante. Je me rappelle, notre premier date, c'est elle qui m'a payé des verres. Bon, c'était pas un resto, mais... Les femmes capables. Ouais, elle m'a payé les verres, elle m'a dit... On adore les femmes capables. Donc, elle a pas inscrit ça, mais c'est vrai que, inconsciemment, je pense de toute façon que oui, c'était inscrit en moi que c'est moi qui devais le faire. Je pense même, tu vois, je pense qu'on avait déjà eu cette discussion, mais je pense même, typiquement, je pense que si j'avais été une femme, j'aurais peut-être pas fait ces choix de carrière là, tu vois. J'adore mon métier, etc. Hein. Franchement, en plus c'est un peu une passion, je m'éclate dans ça, etc. Mais peut-être que je me serais donné la permission d'avoir un métier qui était moins sûr. C'est-à-dire là, c'était aussi un choix de la sécurité. Je veux dire, en tout cas initialement, tu vois, ce qui m'a poussé vers ça, c'était de me dire bon, au moins quand tu fais ça, au pire de pire, tu vas toujours réussir à avoir un minimum qui va te permettre de provide, tu vois. Je pense que si j'avais été une femme, j'aurais peut-être été, je sais pas, quelque chose d'un peu plus manuel ou d'un peu plus poussé vers vraiment la passion. J'aurais peut-être fait plus de social, j'aurais, tu vois, quelque chose d'autre. Donc je pense que c'était inscrit en moi. Maintenant, après, il y a eu un cheminement. C'est vrai que très rapidement, comme je disais, dans mon couple, c'est pas du tout la dynamique, tu vois. Et elle m'a vraiment fait sentir que elle a son argent. Enfin, en gros, elle s'attend pas à ce que je paye quoi que ce soit, etc., tu vois. Et donc quand on s'est installé ensemble, là il y a eu plus de discussions, je dirais, sur les charges, comment on partage les charges, qui paye quoi. Je vous invite à écouter le podcast précédent de Madame attrape ton cœur sur l'argent dans le couple. Pardon. Mais ouais, à ce moment-là, oui, il y a eu un peu plus de discussions là-dessus.
Et bon, nous, on a toujours fait un système, en tout cas de manière plus ou moins établie, mais en tout cas, le système, c'était chacun contribue à hauteur de ce qu'il gagne. Ok. Alors aujourd'hui, maintenant qu'on travaille tous les deux, c'est genre très clair, c'est-à-dire voilà, c'est quelque chose de très concret. À l'époque, c'était moins fixé, mais on savait à peu près. Je sais que si l'été, moi j'ai travaillé alors que elle a pas pu travailler, bah j'allais plus faire de courses. Et il y a des moments où elle pouvait savoir que là, j'avais l'air un peu ric-rac, elle allait un peu prendre la main. Donc il y avait cette notion-là, tu vois. C'était pas du 50-50 quoi qu'il arrive. Bien sûr. C'était un peu plus voilà souple dans ça. Après, moi je sais, il y a eu un événement, peut-être elle-même ne sait pas qu'il y a eu cet événement-là, mais moi qui m'a fait un peu, qui m'a fait sortir du rôle de provider et qui moi-même m'a poussé à, comment dirais-je, à m'interroger sur ce que j'apportais réellement dans ce groupe, tu vois. C'est à un moment en fait, pour passer le barreau, etc., il fallait payer une grosse somme. Je crois que c'était 2000 euros. Je crois que c'était soit pour la prépa, soit même pour l'examen, tu vois. Et en fait, j'avais pas l'argent. J'avais juste pas l'argent. Je voulais demander à mon père, après je me suis dit est-ce que je vais faire un prêt, enfin je sais pas, etc. Puis elle m'a dit non mais je peux te le payer, tu vois. Et j'étais un peu surpris, enfin je sais pas, je me disais mais comment ça tu peux me le payer, enfin tu vas me, parce qu'en plus elle commençait à travailler donc elle était pas non plus super riche, ça représentait beaucoup pour elle aussi. Et en fait, la manière avec laquelle elle a dit je peux te le payer, j'ai vraiment compris, parce que c'est facile de dire non, mais en fait c'est une femme indépendante, elle attend pas ça de toi. Mais quand concrètement là, tu vois qu'en fait elle attend vraiment pas ça de toi. C'est une action. C'est une action. C'est une action concrète. Te donner ça pour que tu ailles c'est l'amour. Pardon. L'amour. C'est beau. Et à ce moment-là, en même temps, j'étais content, j'étais touché et tout ça, mais en même temps, ça m'a mis un coup de pression. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, enfin, qu'est-ce que, moi-même, ça m'a interrogé, je me dis, mais, qu'est-ce qu'elle a vu chez toi? Oui, elle voit quoi chez moi et puis elle va me donner l'argent comme ça. Moi, je croyais qu'elle était avec moi parce que j'étais un jeune avocat ambitieux, tu vois. Mais tout d'un coup, quand ça va pas aussi, elle est là et tout ça. Donc, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, du coup, elle est là pourquoi, en fait? Qu'est-ce qu'elle voit quoi même chez moi, en fait, celle-là, tu vois. Exactement. Et ça m'a poussé à, du coup, moi-même faire mon introspection sur, mais toi-même, en fait, tu es quoi, en fait? Genre, qu'est-ce que, tu vois, à travers, je dirais, l'amour qu'elle me témoignait à ce moment-là, je me suis moi-même posé la question de, est-ce que moi-même je m'aimais à ce moment-là? Enfin, comme elle m'aimait, tu vois. Ouais. Tu vois? Est-ce que moi-même, genre, est-ce que moi je me serais donné cet argent-là, en fait? Tu vois? Est-ce que je me serais donné cet argent-là? Est-ce que je me vois, tu vois? Est-ce que je me vois? Qu'est-ce que j'apporte? Ouais. Et c'est vrai que ça m'a, là, c'est maintenant que je dis ça. Sur le coup, je me suis pas dit ça dans ces termes-là, mais avec du recul, je sais que ça a été un moment où la garde a été un peu baissée. Où tout d'un coup, je pouvais être plus, je dirais oui, normal, même vulnérable, ou voilà, le truc était tombé, j'étais plus moi je suis là, je vais gérer, etc. machin. C'était un peu plus chill et ça m'a poussé vraiment à moi aller en réflexion et en introspection justement et à me dire en fait au-delà de oui demain, même si demain potentiellement tu vas gagner de l'argent et que cette somme peut-être ça représentera pas grand-chose pour vous, mais au-delà de ça en fait qu'est-ce que tu apportes, tu vois? Qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui dans ça? Et même de la regarder de manière différente. C'était plus juste passer les premières années, tu sais, après, c'est plus juste, non mais on est en couple, ces trucs, c'est, non mais cette personne, cette entité, qu'est-ce qu'elle va représenter dans ma vie? Qu'est-ce que je vais représenter dans la sienne? Et comment est-ce qu'on va marcher ensemble en respectant ce que l'un et l'autre on est, tu vois? Et en aimant ça profondément, en s'aimant soi et en aimant l'autre, tu vois? Donc ça, et c'est anodin comme événement. Mais avec du recul, tu vois, quand je réfléchis, je pense que ça a été un déclencheur. Enfin, tout est un processus, hein. Donc avant ça, il y a eu un processus, et après ça, il y a eu d'autres choses. Mais ça a été, je pense, quand même quelque chose qui a déclenché la remise en question de quel était mon rôle dans ce couple et dans la vie de manière générale. Mais en fait, ta compagne était vraiment fondamentale finalement que ce soit dans votre communication, dans ta manière de communiquer avec elle. Vous avez eu finalement très rapidement, vous avez beaucoup échangé. C'est-à-dire que là, de ce que tu dis, c'est un peu un des fondements, en tout cas la bonne communication et la communication régulière, c'est un peu un des fondements finalement de votre relation. Oui, après c'est pas nous on est un peu particulier. Bon, on n'est pas non plus à trop parler tout le temps. Okay. En fait, non, c'est pas qu'on n'est pas à trop parler tout le temps, c'est que il y a des choses où on a appris aussi que parfois il fallait c'est pas ne pas dire mais mettre du temps avant de les dire pour bien savoir comment on les dit. Tu vois.
Donc c'est pas de la communication tout le temps, c'est pas, je suis pas en train de dire là je suis frustré, là je suis comme ça, c'est pas comme ça qu'on fonctionne en réalité. Okay. Mais c'est parce qu'on n'est pas comme ça, nous c'est pas que c'est un bon ou un mauvais moyen de communication, c'est juste qu'il y a des moments où je sais pas, si quelque chose se passe que je n'apprécie pas, je veux pas forcément l'exprimer tout de suite. Okay. Je vais essayer de pas être dans la réaction, de réfléchir un peu et de le lui ressortir à un moment où peut-être ça pourrait être mieux digéré, mieux accepté, etc. Donc on n'est pas dans la communication constante non plus. Après, oui, peut-être fondamentalement, c'est clair que y a pas grand-chose qu'on peut pas se dire. Voilà. Donc que ce soit ça ou autre, mais ça a mis du temps. Enfin, je dirais pas que ça a été ça dès le début, tu vois. Je pense qu'on a eu la chance, mais aussi du coup le travers, que ça fonctionne très bien, très facilement. Okay. Tu vois, on a été très compatibles. Donc, on n'a pas pris l'habitude au début de vraiment échanger parce qu'en fait, les choses se faisaient très naturellement. Donc, c'est après quelques années, je pense, où on a compris que bon, si là, on commençait pas à réellement parler, échanger, on va arriver en fait à des problèmes qui vont s'accumuler en fait. Donc, non pas directement, je dirais. Au début, c'était facile en fait. On était compatibles, tout se passait bien. On était heureux, machin. Quand après les années commencent, quand vous emménagez ensemble, là c'est tu vois, quand on emménage ensemble, bon bah là tu peux aimer comment, mais la personne te fatigue et tu la fatigues. Donc là c'est voilà comment se dire des choses, comment prendre ses espaces, comment composer. Et donc là il a fallu effectivement faire un travail d'établir un mode de communication plus concret. C'est-à-dire on communiquait, mais là c'était très clair. Il faut que je te dise que ça, j'ai pas aimé, tu vois. Donc ouais, voilà comment je qualifierais notre communication. Ok. Ouais. Ok. Intéressant. Ouais. Ah, j'avais une petite question, c'était par rapport à la différence d'âge. Ouais. Est-ce que ça t'a jamais dérangé Non, moi, je pourrais pas être avec les jeunes. Oh, ah, ok. ok. Au moins, ça c'est dit. Mais elle, je sais que au tout début, ça l'a dérangé, ouais. Ok. En fait, non, quand on s'est rencontrés, après, je sais que quand elle a fait son background check et qu'elle a vu mon âge, elle était là, genre, mais c'est mort, c'est un enfant. Bon, calmons-nous, on a 2 ans d'écart. Ouais. Bon, à 22 ans, 20 ans, c'est quelque chose, c'est peut-être un peu plus visible que maintenant, mais oui, elle s'est dit non, mais c'est un jeune, etc. Mais après, très rapidement, je pense aussi qu'on a des personnalités, moi je pense que je suis assez mature, et elle, même si elle est très mature sur beaucoup de choses, mais elle est très peace aussi, donc du coup, ça, je ressens pas que oui, elle est plus âgée que moi, et je pense pas qu'elle ressente aujourd'hui que je suis plus jeune. Bon, peut-être parfois quand même. Peut-être parfois, elle ressent que je suis plus jeune. D'accord. Ouais. En tout cas, merci pour toutes tes questions, Patrick. D'accord. J'espère que quand elle va entendre ça, elle sera contente. Mais toi, du coup, tu dis que t'es pas pressé, que ça vient quand ça vient, que pour l'instant tu es là à Abidjan. Bon, d'après toi en tout cas, sur ce podcast public, y a rien. Vraiment, tu es dans la souffrance ici, tout ça. Vraiment qu'elle se déclare. Hein. Mais ivoirienne, on a dit. Il cherche les papiers. Ouais. Il cherche les papiers. Ouais, après... Mais toi, par exemple, comment tu te situes par rapport aux enfants? Parce que là, tu as l'âge de Jésus. Ah ouais. Donc, il y a un moment... Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie d'avoir? Est-ce que, par exemple, là, en tant qu'homme et tout, tu te dis que tu veux des enfants? Je te dirais c'est un 50-50, hein. Je suis pas absolu sur ce sujet. C'est-à-dire que, encore une fois, bon, ça va faire chier les gens, mais non, mais j'ai pas de... J'en voudrais bien, mais c'est pas un absolu. C'est-à-dire que si j'en ai pas, je pense pas que je vais en mourir ou que ça va me causer des regrets ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que oui, effectivement, je pourrais en avoir, mais quand je regarde, j'analyse la situation un peu du monde et de l'environnement dans lequel on est, plus... En fait, attends, je vais faire en 3 étapes. Première partie. Right. Première partie, il y a déjà, je suis un peu égoïste, moi, d'abord, de base, hein, oui, like. Ouais, tout à fait. De base. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même encore envie de passer mes dimanches à venir, tu vois, parler dans des podcasts, tu vois. Ouais. Voilà. Et le soir, de dormir, de faire mes nuits. Voilà. J'ai envie encore de profiter un peu de ma jeunesse, même si tu m'as traité de vieux en début d'émission. Non, j'ai dit, tu as l'âge de Jésus. J'ai pas dit oui, Jésus, il est un peu vieux, le coco. mais voilà, j'ai encore envie, voilà, de pouvoir faire des choses un peu pour moi, tranquillement, dans ma tranquillité. À la limite, hein, on est à 2 et puis voilà, on machin, mais je sais que ça va un peu me mettre un peu,
dans une autre dimension. Je pense que les enfants vont me mettre dans une dimension totalement différente dans laquelle je ne suis pas encore et à laquelle je n'aspire pas forcément tout de suite. Okay. Donc c'est quelque chose où je vais voir ça un peu plus loin. Ensuite, tu as la deuxième problématique, c'est qu'il faut trouver quelqu'un pour avoir ses enfants. Hein. On fait pas enfant avec n'importe qui, du moins j'espère ne pas faire ça avec n'importe qui, n'importe comment. Donc ça veut dire qu'il faut trouver aussi quelqu'un de confiance, quelqu'un... Parce que c'est à vie. Même si vous vous séparez, tu seras en relation avec cette personne-là pour gérer les enfants. Ça c'est sûr. Et donc ça il faut trouver aussi quelqu'un avec lequel vous partagez certaines choses concernant justement le futur de vos enfants, et c'est pas forcément facile non plus. Voilà. Je parle de l'éducation, je parle de là où vous allez élever vos enfants, je parle de tous ces sujets-là. C'est quelque chose sur lesquels il faut trouver quelqu'un, en tout cas, avec qui s'entendre. Et surtout, même, si vous n'êtes plus ensemble, continuez quand même de fonctionner. Ouais. Trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez fonctionner, même si demain, officiellement, vous n'êtes plus ensemble, vous n'avez plus de relation, en tout cas, de mariage, d'union, pouvoir continuer de fonctionner pour les enfants de manière assez saine, toujours. Il y a ça, et puis il y a évidemment il y a le dernier, c'est plus ou moins voilà, là c'est l'environnement, beaucoup de questionnements par rapport à où élever ses enfants. Est-ce que tu élèves tes enfants en Côte d'Ivoire, est-ce que tu les élèves au Cameroun, est-ce que tu les élèves en France, voilà, leur éducation, est-ce que tu vois, il y a la question de, il y a des questions même qui sont très profondes. C'est par exemple, bon, ça on discute de temps en temps, mais voilà, nous on est assez portés sur notre africanité, mais on va envoyer nos enfants où est-ce qu'ils vont aller faire leur éducation? Donc en gros on va encore les envoyer encore en Europe, dans les universités, on va les envoyer aux États-Unis dans les universités, les écoles de commerce. Bon, en gros on va répéter des schémas, et après c'est un risque aussi que nos enfants tournent à gauche, ou à droite, et surtout à droite même. Donc c'est un peu beaucoup de questionnements comme ça où je me dis j'ai un peu le temps devant moi. Après je suis un homme aussi, donc j'ai un peu plus de temps que les autres généralement, en tout cas de réflexion, moins de pression sociale par rapport à ça. Et bon, ça, la pression sociale même sur les enfants, je l'ai évacué assez vite, parce que bon, quand on me demande justement mes tantes, parfois la dernière fois j'étais au Cameroun, mes tantes ont commencé à demander à ma mère où est madame. Bon, j'ai fait asseoir un peu tout le monde, j'ai leur demandé de me présenter les gens, quoi. Que j'attendais les présentations, que personne m'a jamais présenté quelqu'un. Donc aujourd'hui, s'ils ont des gens pour moi, j'attends les CV. Voilà pourquoi. En tout cas, pour moi, c'est pas quelque chose auquel je pense, en tout cas, régulièrement. Ouais. C'est une possibilité. C'est-à-dire que c'est une possibilité, mais déjà, il y a des étapes avant ça. Faut être avec quelqu'un. Ouais. Faut que mentalement, je sois à cette étape de ma vie vraiment aussi, que ce soit professionnellement aussi. Et comme j'ai dit, moi, j'aimerais bien passer beaucoup de temps aussi avec mes enfants. Ce qui veut dire que, au niveau professionnel, il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des trucs que je ne pourrais plus faire. Ouais. Non, c'est intéressant. Donc, ouais, voilà, ça, ouais, sur les enfants, c'est ça. C'est comme ça que je vois ça. Hein. Après, on sait jamais. Hein. Ouais. Si là, ça vient. On va gérer. C'est là, y a pas de problème. Mais c'est pas quelque chose, en tout cas, moi, pour le coup, j'aime bien planifier. Je trouve que les enfants, c'est quelque chose où je te dirais, j'ai un peu contrôle fric sur les histoires d'enfants et c'est-à-dire? C'est que j'ai besoin de baliser le terrain. Okay. Voilà, il faut que je visualise un peu comment est-ce que je vais... Est-ce que tu penses que c'est possible? Moi, je pense que... Non, je dis juste le départ. Après, le devant, là, quand ils grandissent, là, on peut pas faire grand-chose. Ouais, mais même le départ, parce que... Non, le départ, c'est moi. C'est-à-dire qu'avec qui, quand, dans la période, plus ou moins, en fait. Moi, j'ai besoin d'avoir là, par rapport à ça, une timeline assez définie. Après, l'éducation, tout ça, je pense que tu peux mettre des bases. Ouais. Après, chacun, maintenant, est grandi, il évolue plus ou moins comme il veut. Mais le départ, moi en tout cas, avec qui, quand, plus ou moins, comment, etc. Il faut qu'on soit, il y a un certain alignement, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Et après, de toute manière, on a les tontons, les tatas, hein, si ça devient difficile, là, si ça chauffe trop. Les Niki, les Bi. Ouais, Bi, tout ça, là, on va envoyer nos enfants là-bas chez eux. Ouais. Elles vont gérer ça. Il y a aucun problème. Les Tidiane, tout ça. Ouais, on voit tes enfants, moi j'ai pas de problème. Non, je vais envoyer vraiment. Donc, et toi, comment tu vois ça? Comment tu... Ouais, moi, j'entends ce que tu dis. Moi, c'est un peu différent, en fait. Pour commencer par la fin de tes arguments, quand tu parles de, qu'est-ce qu'on va faire, du coup, nos enfants, est-ce qu'on va les envoyer, tu vois, reproduire des modèles, qui ne nous conviennent pas ou que nous-mêmes on n'a pas forcément apprécié, etc. Moi, je suis plus dans une vision. Je suis d'accord avec toi en plus. C'est un vrai questionnement. C'est demain, le petit avec sa grosse tête qui va sortir et tout ça, il va faire ses études.
On sait jamais. Bon, peut-être que d'ici dans 18 ans, on aura des universités qui fonctionnent. Non, mais tu rigoles. Mais par exemple, oui, je rigole. je parlais avec mes parents, mais à leur époque, les universités à Abidjan étaient excellentes. Bien sûr. Étaient de très grand niveau. Donc ça veut dire que c'est pas aussi c'est pas une situation définitive. Demain aussi des changements politiques. Moi, je choisis d'être optimiste, Patrick. Ne me regarde pas J'ai comme pas ça. mes papiers. Non, je peux pas parler. Je Non, peux mais pas parler, franchement. je me dis que Oui, non, mais je comprends Voilà. ce que tu dis. Après, bien sûr, on doit être dans l'optimisme. Ça, Ouais. évidemment, j'ose espérer. Après, comme Ouais. je le disais même, c'est que peut-être, voilà, bon, là, si demain j'ai des enfants et qui sont ici en Côte d'Ivoire, bon, peut-être qu'on va les envoyer en Égypte, hein. Tu vois, peut-être qu'il y a des, c'est pas Bien forcément en Côte d'Ivoire, mais ce que je veux dire, c'est qu'aussi, il y a aussi, dans notre démarche, en tout cas, dans cette démarche de retour, dans cette démarche de, justement, regarder l'Afrique telle qu'elle est, je pense aussi, il faut avoir ce questionnement aussi par rapport à ces enfants, par rapport à la formation, et Aux le valeurs, rapport, et leur rapport qu'ils ont à l'Afrique. Bien sûr. Parce que c'est ça aussi, c'est quel est le rapport que tu as à l'Afrique. C'est vrai que si pendant des générations, en gros, on estime que l'éducation est meilleure ailleurs, c'est problématique. C'est vraiment problématique parce que ça dit un peu de ce qu'on pense de notre Afrique au final, Bien tu sûr. vois. C'est-à-dire qu'en gros, on pense que sur Non, plein mais de sujets... il y a ce qu'on pense. Après, il y a aussi des réalités. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est un dilemme de parents. Bien sûr. Tu vois, c'est Non, vraiment mais le c'est clair. Je dilemme de comprends. Par parents. exemple, je vois avant même, parce que là, on parle des études supérieures, mais même avant ça. Bien sûr. Tu vois, on vit dans des milieux, par exemple à Abidjan, où bon, les gens ont un peu de moyens, etc. Moi, je vois des collègues et ça qui envoient leurs enfants dans des écoles Montessori, Ouais. machin, des trucs super spécialisés, ou à des prix pas possibles, Bien etc. Et c'est de se dire, bon, ok, moi, dans cette situation-là, je fais quoi? Exactement. C'est-à-dire, parce que mes valeurs sont un peu, je vais pas dire au milieu, mais Si. je ne me vois pas mettre mon enfant dans le truc Montessori. Je suis allé là-bas, j'ai vu tous les gens là-bas. Bon, on peut pas être à Abidjan là-bas et puis mon enfant est le seul noir de sa classe. Ça, vraiment, il y a des choses. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut éviter, tu vois. Mais d'un autre côté, j'ai aussi grandi où je connais les professeurs là de trucs, je sais leur état dans certains systèmes locaux Public, aussi, leur bien état sûr. d'esprit public notamment, leur état d'esprit, les choses qui se passent, etc. Bien sûr. Et je sais que ce sera aussi une peur. Donc c'est clair que Sachant que, je te coupe juste 2 secondes, Ouais. sachant que ton enfant est privilégié. bien sûr. C'est-à-dire que, sûr. tu vois, il y a toujours ce truc de enfant privilégié, école publique. Bon après aujourd'hui il y a des offres quand même. Oui, non, ce que Les écoles, il y a des choses, il y a des entre-deux qu'on arrive à oui, trouver. non, il y a des entre-deux, C'est mais pour c'est que les- tu as toujours quand même... En fait, Bien ça sûr. va, c'est un questionnement que tu vas devoir avoir à un moment donné, en tout cas, Ça, par c'est rapport à clair. son système éducatif, quoi. Ça c'est clair. Et- Non, c'est certain. Après moi, je me dis en fait, tu vois, je veux pas mettre ça sur le coup de la génération, parce que toutes les personnes dans notre génération ne pensent pas comme ça. Mais en tout cas, il y a une vague de personnes, je trouve, qui est en un état d'esprit intéressant, qui sont sur le continent. Peu importe qu'ils soient des personnes qui sont nées et grandies ici, ou des personnes qui ont vécu ailleurs et qui rentrent, etc. Et en fait, c'est pas bien ce que je dis, tu vois. Mais je me dis, il faut qu'on fasse notre armée, en fait. Parce que il y a beaucoup, non, mais il y a beaucoup des gens, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup des malades, des gens qui veulent interdire qu'on envoie les aides au pays, tout ça. Eux, ils vont faire des enfants, hein. Clairement. Avec Tous des ces blancs. gens-là, ils vont faire des enfants. Tu vois. Beaucoup, Et en fait, nous, on est là, on bavarde beaucoup dans nos salons, mais on fait pas d'enfants. C'est vrai. Faites des enfants. Non, Il faut, j'encourage. Tu vois, il faut Enlever que... le préservatif. Mais uniquement pour cette cause, hein. Pour toutes les autres causes, faut remettre. Oui, par rapport aux enfants, on n'encourage pas les rapports, putain, Oui, Patrick. oui. On n'encourage pas les rapports Non protégés. non protégés dans ce non, podcast. c'est What the par fuck, rapport aux Patrick. enfants. Putain, tu as vraiment dit ça. Mais non, mais tu vois, il y a quand même une partie. Il y a une partie de moi, c'est pas, bon là je dis ça en rigolant, mais c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui dit non, je veux prolonger ça aussi. Je veux prolonger l'état d'esprit dans lequel beaucoup d'entre nous on est. Je veux le prolonger. Je veux... Après, évidemment, la personne qui arrive, tu projettes ce que tu veux, mais elle va prendre son chemin, tu vois. Donc oui, peut-être qu'elle prolongera rien du tout. Mais en tout cas, Elle va prolonger. Je veux planter des graines. Ah. Je veux planter des graines, que ce soit chez des enfants qui seront mes enfants, ou même que ce soit dans la ville, dans le truc. C'est pour ça que moi, je prends le temps de beaucoup parler. Parce que je pense que aussi, on vit dans des temporalités très courtes aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc. On a l'impression que voilà, là, on débat et on n'est pas d'accord et c'est fini. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu regardes la plupart du temps, ce sont des graines, c'est des choses, tu vas parfois réussir à exprimer quelque chose, un argument, quelque chose qui, peut-être sur le moment, la personne en face
ne va pas être d'accord, mais qui va rester et qui va la faire se questionner, tu vois, remettre en cause, déconstruire. Et parfois déconstruire, c'est pas détruire, tu vois, c'est déconstruire et peut-être pour reconstruire à l'identique, mais au moins le déconstruire, au moins comprendre pourquoi on arrive à ce fonctionnement-là, tu vois. Ouais. Et parfois face à quelqu'un qui te repousse dans tes retranchements, ça peut être intéressant. C'est pour ça que moi je fais cet exercice-là. Et dans cette optique-là, dans tout ça, moi c'est vrai qu'aujourd'hui je m'inscris plus, en tout cas, il y a encore, je pense 2 ans. J'étais même plus catégorique que toi. Moi, je disais, je veux pas d'enfant. Oui, je me souviens. Ouais. Ouais, je disais, je veux pas d'enfant. Ah, oui, mais ça a évolué. Ça a évolué. Je pense que, ouais, ça a évolué. Parce que je pense que je pense aussi que, tu vois, et ça, je pense que c'est, pour le coup, c'est générationnel. On a mis beaucoup d'importance, sur nos vies professionnelles. On a mis beaucoup d'importance sur des objectifs matériels. Le capitalisme, ouais, si tu veux. Et non, c'est le capitalisme. Tu as raison. Non, mais on a centré, tu vois, on a mis cette valeur-là en plein centre de nos vies. Et en fait, pour moi aussi, prendre le chemin d'avoir un enfant, c'est une manière de regagner, en fait, finalement. Ouais, c'est de reconquérir quelque chose qui n'est pas financier, matériel ou quoi que ce soit. C'est d'avoir envie de... C'est la transmission. Pour l'instant, si tu regardes aujourd'hui, factuellement, ma vie, au-delà de ma relation de couple, bon, aussi mes relations amicales et tout ça, mais quand même, j'évolue dans un monde où je me lève le matin pour aller travailler, pour acheter une voiture, pour acheter un appartement, pour pouvoir m'habiller, pour pouvoir manger, pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir aller en week-end, c'est-à-dire on est dans des démarches quand même, et j'ai envie de sortir un peu de ça. Ouais, de sortir et même, alors je veux pas que ce soit perçu comme un jugement, mais même de m'élever au-dessus de ça. Okay. C'est-à-dire de dire en réalité, là il y a quelque chose qui est un peu plus important que tout ça. Et parce que je le vois comme plus important. Bizarrement, moi je ne le vois pas comme quelque chose qui va me pousser à gagner qui va me forcer à gagner plus d'argent. Évidemment, ça te met une responsabilité matérielle plus lourde. Mais je le vois comme, moi j'ai la certitude que l'enfant va bien quand il est aimé. Bien sûr. Donc aujourd'hui, si je dois t'arrêter à aller m'asseoir au village et aimer mon enfant, en fait ça se passera bien. Donc c'est une manière de me dire, je travaille, bien évidemment là tout de suite je n'ai pas les capacités de me soustraire complètement au système capitaliste. Donc je vais me lever, je vais travailler, je vais faire tout ça, il y a aucun problème. Mais en fait, il y a quelque chose aujourd'hui, mon objectif n'est pas de gagner de l'argent. Mon objectif c'est de former ton armée. De former de former mon armée si tu veux, mais en tout cas d'apporter quelque chose d'autre à un nouvel être humain. Donc ouais, ma perception de la parentalité a un peu changé. Et puis après aussi, je pense que, comme tu as dit, mais ça dépend de la personne avec qui tu es, mais quand tu es avec quelqu'un aussi longtemps, en fait, tu as envie de prolonger ce que vous êtes. Enfin, je sais pas, tu as envie que tu aimes ce que vous êtes et du coup, tu as envie, en fait, que littéralement, il y ait de la vie qui sorte de ça, tu vois. Tu as un peu envie de ça, tu vois. Tu as envie de vous multiplier, en fait, quoi. Ouais. Tu vois, en fait, c'est ça qui est fatigant avec toi. On peut jamais parler sérieusement. Et ça, on va l'aborder dans le cadre de ce podcast. C'est pas de la multiplication, c'est quoi? Utiliser l'humour pour dévier des choses importantes qu'on dit. Non, c'est important de vous multiplier, monsieur. Vous avez raison. Mais donc, ouais, voilà un peu par rapport aux enfants où je me positionne. Après, je sais pas trop quel genre de père j'aimerais être, ou enfin si, j'ai des idées, mais tu vois, Il a des idées. Tu as quelle idée sur la question? Non, je pense, tu vois, que je vais essayer de montrer beaucoup d'amour. Ouais. Mais genre de montrer, parce que d'être démonstratif, quoi. D'être démonstratif, okay. Ouais. Je pense que je vais essayer d'être très démonstratif. Je pense que ça change beaucoup. Je pense que les enfants, quand je pense à moi-même, mon enfance, ou que je vois d'autres enfants, je pense que personne ne peut remettre en doute l'amour que les parents ont pour trucs et tout ça. Par contre, et je pense pas que ça s'applique même complètement à moi, mais parfois tu peux ne pas le sentir. Tu es dans un contexte sociologique, etc., qui fait que tu attends de recevoir de l'amour d'une certaine manière et tu ne reçois pas forcément de cette manière-là, tu vois. Donc moi, je veux pas qu'il y ait de questions par rapport à ça. Ouais, pas d'ambiguïté ou quoi que ce soit. Je veux pas d'ambiguïté. Je pense que c'est mon truc primordial. Après, évidemment, c'est difficile de pas projeter. Je projetais des choses, c'est-à-dire il y a des choses que si demain j'ai des enfants et que ils ou elles font, ça va me faire mal. I know. Moi-même ça me fait mal. À nous tous. Ça ne doit pas arriver. Je vais dire, moi je suis là en train de me battre pour faire mon armée, et puis toi tu vas dans l'armée inverse. Idiot. Non
moi, non, clairement. Non, je rigole avec l'histoire d'armée, là, c'est pas bien. Oui, Mais bien sûr, bien sûr. on s'est Bon, de toute compris. manière, il va falloir travailler, hein, pour faire armée, hein. Ouais. C'est parce que c'est pas toi qui as couché un peu, hein. Ça, c'est sûr. Donc, calme-toi. Non, monsieur. Ah, ok. Un ou deux, on verra. Mais, non, je comprends. Ouais. Après, tu sais, avec mes bêtises d'armée, c'est une blague sans être une blague, en fait, hein. C'est une blague parce que le terme est guerrier et que c'est pas mon état d'esprit. Après, je pense que, de manière globale, que ce soit à travers la parentalité, les enfants, etc., même ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire même avec des amis, même avec d'autres hommes, parler, échanger, c'est une manière de, pour reprendre ma mauvaise allégorie, de constituer une armée, c'est-à-dire en fait d'avoir des gens qui vont commencer à fonctionner autrement, tu vois. Moi, je crois vachement en ça. Je crois beaucoup que chaque personne a le potentiel de changer beaucoup de choses à une certaine échelle ou à quoi que ce soit. Donc moi, je pense que tu vois, et ça, on le voit pas. Il y a pas de vraiment. Encore une fois, je reviens à ce qu'on a dit au début. Toi, peut-être que tu as été d'une certaine manière, tu as eu beaucoup de privilèges en ayant eu très tôt des gens, des hommes de ton âge avec qui tu as pu échanger et parler de tous ces sujets-là. Je pense que dans la majorité de la population, en tout cas, je veux parler pour les Noirs. Je connais pas comment ça se passe chez les Blancs, mais pour les Noirs, c'est rare quand même de trouver des espaces de discussion entre hommes noirs. Je pense que c'est vraiment rare. Et je pense qu'il faut vraiment que ça se multiplie. Je pense qu'il y a une parole à libérer de plus en plus aujourd'hui, et comme d'habitude, c'est nos chères compagnes, les femmes noires qui ont allumé le flambeau, et il y a eu énormément de podcasts, d'écrits, de comptes Instagram, qui ont abordé vraiment beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu, elles sont allées très en profondeur dans ce que représentait être noir et être une femme, que ce soit sur le continent, à l'étranger. On entend ces voix-là et on voit quel bien ça a pu faire pour ces femmes-là. Je pense que il faut aussi que les hommes noirs commencent aussi à parler, à prendre la parole, à s'exprimer, à discuter. Et je pense que d'une certaine manière, beaucoup si on veut parler de sexisme et de misogynie noire, etc., beaucoup de choses aujourd'hui sont dues au fait que en fait les hommes parlent pas. Et parfois, moi, quand j'entends beaucoup de femmes parler, je me dis, j'ai mon point de vue d'âme, je me dis, ouais, mais vous vous rendez pas compte aussi, en fait, nous, il y a ça, je suis pas en train de justifier, hein, c'est pas de la justification, mais, tu vois, il y a ça, il y a des moments où je me dis, il faudrait, en fait, que l'homme dont tu parles, là, qui t'a blessé parce qu'il y a eu X ou Y, il faudrait que, par miracle, il soit à un moment dans une circonstance dans sa vie où il ait pu digérer aussi ce qu'il a été et pouvoir t'expliquer qu'est-ce qui a mené à cette action, pour que lui-même grandisse et pour que, toi aussi peut-être tu comprennes et que ce soit abordé de manière différente. De manière globale, je trouve qu'il y a un manque de dialogue que ce soit entre hommes, mais même de dialogue avec les femmes, tu vois. Et c'est pour ça, c'est dans ce cas-là que je trouve les amitiés hommes-femmes ont ça de bénéfique, parce que aujourd'hui, sans qu'il y ait une ambiguïté, tu vois, entre cette femme-là et cet homme-là, on peut du coup échanger, c'est-à-dire que pour l'homme, ça lui permet d'avoir un point de vue féminin, mais qui est pas trop proche, dans le sens, c'est pas quelqu'un avec qui tu as eu une relation, ou tu veux avoir une relation, ou que tu dates ou quoi que ce soit. Et pour la femme, pareil, ça permet aussi de dire, non mais je sors de date, le gars m'a fait ça et tout, et que le gars en face te dise, bon, moi ça me choque pas, ou tu vois, de permettre d'avoir des discussions que on peut pas avoir avec forcément, en tout cas au début, des relations, dans les dates, dans les trucs comme ça. Je sais pas ce que t'en penses. Waouh. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le point. Déjà, il faut, je pense que la base déjà, c'est de parler, de mettre les sujets sur la table. Je pense que c'est la principale chose déjà, c'est de mettre les sujets sur la table. C'est-à-dire que tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous gêne, je pense qu'il faut le mettre sur la table. Et moi, ce que j'ai vu notamment avec les afroféministes aussi, ce que j'ai pu voir sur les 10 dernières années, c'est vraiment le fait de remettre continuellement sur la table, de manière récurrente, ces problématiques-là. Ça a vraiment libéré, en tout cas moi, de mon point de vue en tout cas d'homme, ça a vraiment libéré leurs paroles et les paroles de toutes les femmes de manière générale sur ces sujets-là qui les touchaient. C'était, on s'en fout en fait. Nous, on va en parler, on va le mettre sur la table. Ce qui était en fait avant, c'était un mis sous le tapis, c'était un peu machin. Là, en fait, non. Si tous les jours on doit Et sans s'excuser. Oui, sans s'excuser. Si tous les jours on doit mettre des gens dans la sauce, on va mettre des gens dans la sauce. Non, vraiment, tu vois. Et je trouve que c'est important, même si ça dérange les gens. Même si, et c'est justement ça. Si ça dérange les gens, c'est que quelque chose est en train de bouger. Après,
Après, peut-être ça bouge d'1 millimètre par jour, mais c'est en train de changer un petit peu, tu vois. Et justement, sur cette problématique de masculinité noire notamment, c'est pareil. C'est que tant qu'on met pas ça sur le tapis, tant que les hommes ne s'en emportent pas, parce que même parfois, moi j'ai beaucoup appris, plus grâce à justement des féministes noires, sur justement les hommes, sur notre masculinité, que par des féministes noirs, par d'autres hommes. Par d'autres hommes. Donc voilà, les travaux, c'est des travaux en anglais souvent, etc. Donc c'est elles qui font le taf. Et à un moment donné, il faut aussi que les hommes noirs, clairement, noirs hommes africains, on fasse le taf sur ces questions-là. Et au-delà de faire le travail, c'est aussi comme tu disais, le dialogue, la parole. Et donc, faut mettre sur le tapis. Je sais pas s'il faut organiser des petits men's groups. Je sais pas ce qu'il faut faire. Mais clairement, il est important, de manière régulière et constante, en fait, de commencer à ouvrir le dialogue et de questionner, nos comportements, nos habitudes, nos rapports aux hommes. Parce qu'en vrai, beaucoup de rapports aux femmes sont aussi d'abord des rapports aux hommes. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Très souvent, on cherche à plaire aux hommes. Comment ça? Le fait de vouloir à chaque fois, par exemple, tel type de femme ou un type de femme en particulier, ou avoir une telle voiture, on est en train de vouloir draguer les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. On veut faire un petit clin d'œil à un gars. C'est qui a la plus grosse, quoi. Voilà, tu vois. Et c'est déjà notre rapport aux autres hommes. En plus, nous, on a le truc. Là, on a tout le layer du colonialisme, de l'esclavage, de la vision de ce qu'un homme noir sur nous, hommes africains. Donc tout ça, il faut vraiment essayer de le détacher et de l'analyser, de le comprendre et que de plus en plus d'hommes noirs africains le comprennent. Mais est-ce que tu crois pas qu'il y a une hypocrisie aussi chez beaucoup d'hommes noirs et je nous inclus, en tout cas je m'inclus dedans, hein. C'est-à-dire que c'est vrai aussi que le stéréotype qu'il peut y avoir, des stéréotypes qu'il peut y avoir sur nous, à tous les niveaux, quelque part ils nous ont aussi permis de nous élever dans les sociétés, tu vois. Notamment là je parle de quand on est dans la diaspora, quand on vit en France, etc. De nous élever, c'est-à-dire que tout d'un coup, si tu es un homme noir, que tu es fort, grand, sportif, bon danseur, en réalité ce sont des stigmas, mais ce sont des stigmas, je mets des guillemets, plutôt positifs, et donc beaucoup de gens en fait se sont inscrits dedans complètement, quitte à complètement oublier quelle personnalité. C'est parce que c'est facile. Ouais, mais c'est ça en fait. Non, mais c'est parce que c'est facile. Mais il y a une chose, c'est que en tout cas dans un pays comme la France, on te rappellera toujours ta condition. C'est qu'à un moment donné, tu peux demander à beaucoup de sportifs, à un moment donné, on leur rappeler qu'ils étaient quand même noirs. Tu peux demander. En fait, à un moment donné, l'homme noir, en tout cas à un certain moment donné, ces sociétés, en tout cas occidentales, leur rappellent. Ok, vous êtes sportif, vous êtes machin, vous êtes beau, vous êtes grand, mais vous êtes quand même noir. Tu vois. Ouais, mais ça arrive assez tard pour que ce soit une stratégie de survie efficace. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est que même ça là, ça ne fonctionne pas forcément, en fait, sur le long terme. C'est-à-dire que ça va laisser encore plus de stigma parce que justement, quelqu'un va bâtir sa carrière sur ce côté. En fait, les gens m'aiment pour ce que je suis, alors qu'en fait, les gens ne m'aiment pas vraiment. Peut-être c'est parce que je rapporte. Je vais prendre l'exemple quand il y avait je sais plus c'est quel ministre ou le président qui avait parlé des athlètes français. Mais c'est typiquement ça. C'est qu'en gros, vous allez gagner des médailles, vous êtes français, et en fait, quand vous gagnez moins de médailles, on commence à vous questionner sur en fait, est-ce que vous êtes vraiment français, etc. Et je pense qu'en fait, c'est jamais gagnant pour nous, en tout cas les Noirs. Ou les gens. Non, je dis pas que c'est gagnant. Je dis que ça donne une impression de pouvoir. On est dans le fond. Oui, c'est exactement. Oui, on est totalement dans le fond. Oui, non, sur ça, mais je pense que c'est une des raisons. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, pour beaucoup de femmes noires, si on veut parler de celles qui sont dans la diaspora, en fait, il y a pas de. En fait, c'est soit tu te bats, soit tu perds. Il y a pas d'issue de secours. Non, mais après, les femmes pour un homme noir à Paris, tu peux réussir à rentrer dans certains trucs en étant le sportif, le grand, le machin, etc. Tu vois. Bien sûr. Je sais pas, tu vois, il y a quand même. Alors que pour c'est une issue de secours. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est une stratégie de survie en fait qui est mise en place aussi et dans laquelle beaucoup maintenant commencent à se complaire en fait. Et c'est-à-dire ils ont tellement mis ce masque là que ils savent même pas derrière ce qu'ils sont, ils savent même pas derrière pourquoi ils en sont arrivés là. Est-ce que ce cheminement là de représenter après je pense que c'est un peu complexe. Après moi je suis né ici, j'ai grandi sur le continent. Oui. Donc mon rapport à la France est totalement différent de quelqu'un qui est né en France, qui a fait toute sa vie en France. Il est français, tu vois ce que je veux dire. Moi en vrai de vrai je peux dire quand même que moi je suis vraiment d'Afrique quoi, tu vois. J'ai vraiment passé beaucoup de temps en tout cas sur le continent et j'ai grandi, mes rapports et mes réflexes sont très africains. Et donc c'est une autre construction en tout cas je pense dans l'individu que le rapport de l'individu qui certes il est africain mais il est né, il a grandi en France et tous ses repères sont français. Donc lui, il a besoin d'avoir une stratégie en tout cas pour s'intégrer. Il a besoin de trouver quelque chose parce que c'est vrai que sinon tu te désintègres les gens ils vont pas trop, tu vois. Et donc je pense que c'est aussi cette problématique qu'on a aussi aujourd'hui, c'est-à-dire
c'est-à-dire que on est dans des pays où finalement on va te nier en fait ton identité. On va pas te donner en fait toute ton identité de noir français, etc. Tu vois. Et je pense que c'est un peu difficile pour ces gens-là au final finalement d'exister dans ces contrées-là, tu vois. Ouais. Et je dis pas que ça sera plus facile ici parce qu'ils auront d'autres problèmes aussi ici, tu vois. Mais clairement sur les débats en tout cas sur ce que c'est être homme noir. Non, on est à des années-lumière, en tout cas, que ce soit du travail des femmes noires, que ce soit des rencontres, que ce soit des productions culturelles, des productions intellectuelles, on est à des années-lumière. Ça, c'est évident, et il y a du boulot. Ouais. Et il faut se mettre au boulot, en vrai. Et tu le vois, même dans la misogynie noire, très souvent, les hommes noirs, notre travail, en fait, c'est de venir casser les couilles aux afro-femmes. Ouais. Non, je dis vraiment, au lieu d'aller bosser, c'est de venir expliquer aux afro-femmes ce qu'elles devraient faire et pas faire, etc. Alors qu'en vrai, nous, on a des choses à faire. Ouais. Tu vois, et donc ça veut dire que, ouais, il y a une remise en question globale et qui va se faire, à mon avis, qui doit se faire en tout cas par des petits points un peu sur la carte comme ça, et ça doit commencer à émerger, mais bien sûr. Sur ces questions-là, c'est la merde, hein. Ouais. Faut dire ce qu'il y a, c'est la merde. Alors oui, aujourd'hui, la diaspora, dans certains pays d'Afrique, oui, il y a des gens qui se posent ces questions, qui remettent ça en cause, bah, ça va prendre le temps que ça va prendre, hein. C'est comme le reste, ça va pas se faire du jour au lendemain, et il va falloir clairement... Est-ce que tu as l'impression que, au-delà de la diaspora, maintenant, localement, que ce soit au Cameroun ou là en Côte d'Ivoire, est-ce que tu as l'impression que ce sont des sujets qui émergent? Non, en fait, oui, dans des microcosmes. C'est-à-dire que oui, moi, dans mon canapé, quand j'invite mes amis, quand je vais à la fondation de temps en temps, et même à la fondation, des fois, on a eu des débats un peu houleux, mais c'est clairement pas un mouvement. C'est pas un mouvement, en tout cas, je sens pas un mouvement... je pense que même l'Afrique est derrière, quoi. Je trouve, je vais parler même simplement sur des choses comme l'homophobie, c'est terrible. Moi, oui et non. Alors, sans rentrer, pas par exemple, moi, je prends le cas du Cameroun, par exemple, sur l'homophobie. Bon, moi, pour l'homophobie, je pense, oui, c'est vraiment un j'étais autre même au débat. cybercafé l'autre jour. Ouais. T'as des gosses de 17 ans, ils te parlent de comment il faut tuer les PD, etc. C'est chaud. Ouais. Mais ça, ouais, ça, c'est encore un autre, Ah, oui, mais ça fait débat. partie, justement, de tout le travail sur les masculinités. C'est quoi? Non, c'est clair. Tu vois? Ouais, et donc, non, je suis d'accord. Et ça, et bon, on va pas rentrer dans les trucs, mais il y a ce problème, il y a aussi le problème qui est lié sur la masculinité, il y a l'église qui rentre aussi en compte. Bien sûr. Voilà, bon, on n'a pas le temps de faire encore un podcast dessus, mais voilà, il y a le rapport aussi de ce qu'est être un homme noir africain en Afrique est souvent lié finalement à la L'église, religion. à la religion, Bon, bien sûr. là, on va parler de l'église catholique ou des églises de tout genre, là, mais c'est très lié. Bien Et sûr. par exemple, je sais que ces jeunes-là, c'est parce qu'en fait, ils ont pris une partie un peu de ce qu'on leur a dit à l'église, mélangé avec une partie du contexte homophobe général, et maintenant, ils sont plus ou moins une opinion sur machin chose. Ouais. Donc, c'est très compliqué. Mais en tout cas, moi, je suis un peu, à la fois, je suis optimiste parce que évidemment, je vois des petits trucs qui se passent, mais en même temps, si tu me demandes l'ensemble, je suis un peu, putain, on a du Moi, boulot. je suis moins, je pense que je suis moins pessimiste que toi. Alors, l'homophobie, moi, c'est même pas un sujet, c'est-à-dire que là, oui, c'est compliqué. Maintenant, sur justement le rôle des hommes, notamment dans la famille, je trouve qu'il y a une évolution. Ok. Je vois moi de plus en plus de gens qui vont être très proches de leurs enfants, beaucoup plus proches de leurs enfants Oui. que ne l'étaient leurs parents. Et ils vont le faire de manière consciente et volontaire. Moi, tous les pères que je connais de notre génération, ou même un peu plus, c'est-à-dire en 30 et 40 ans, sont des gens qui veulent s'investir dans l'éducation. Mais quand je dis dans l'éducation, c'est pas de la même manière que nos parents, c'est-à-dire vraiment être là, présent au day-to-day. Ils veulent prendre, alors pas des congés paternité, mais ils veulent être là, ils veulent changer la couche, ils veulent aller voir leur enfant, ils veulent qu'on les appelle quand le fait mal, Ouais, etc. je suis d'accord avec toi, mais je Ouais. mettrais toujours un bémol attention à notre cercle de privilégiés. Hein. Non, là je parle même pas de ça. Moi je te parle même j'avais ces discussions là avec mon coiffeur, Ok. avec machin. Là je pense de manière Parce que générale. moi, je suis un peu moins confiant que toi, parce que moi, Ouais. je vois souvent des situations et des trucs, en fait, oui, bon, il y a des endroits, le rôle de l'homme, mais reste quand même très ancré, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que même au-delà de nos microcosmes, qu'il y a des mouvements. Ok. C'est-à-dire même, je pense quand même qu'il y a un cheminement qui se crée sur Là par contre, je parle de manière vraiment très familiale. Hein. Oui, je oui, parle oui, pas oui. de notion de genre ou quoi que ce soit. Je parle vraiment, c'est-à-dire la place de l'homme dans sa famille. J'ai l'impression, peut-être à tort, j'ai l'impression que sans qu'il y ait de débat public dessus, les choses changent. Peut-être on a réussi à avoir des représentations, notamment dans les médias ou etc., qui ont fait que les choses changent un peu. Maintenant, si on veut parler de l'homophobie, même si bon, on va pas en parler longtemps parce que ça pourrait faire l'objet d'un podcast en entier. Mais je suis d'accord avec toi, mais même dans ça, tu vois, typiquement, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est un lieu de recueil d'énormément d'homosexuels de la sous-région. Bien sûr. Et donc ça veut Surtout dire que quand on voit ce que le Ghana fait à côté. exactement. Et donc ça veut dire que
je remets évidemment pas en cause que c'est un pays très homophobe, etc. Mais que il y a eu une tolérance du pas vu pas pris qui est quand même en place, qui n'était pas le cas, je pense, il y a, je sais pas, de peut-être à l'époque de nos parents. J'en sais pas, faudrait les interroger, tu vois. Mais et ça, je pense que c'est rien. C'est rien, mais c'est déjà quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir des personnes qui sont homosexuelles qui vivent en Côte d'Ivoire et les gens savent, mais on les embête pas. Ça existe. Oui, non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. On les connaît, ça existe. On en connaît, voilà, ça existe. Et ça, c'est vrai que je pense aussi que le problème, en fait, il est vraiment bon, on va pas rentrer dedans, mais le problème, il est long. Non, mais c'est vrai, c'est long parce que en fait, aujourd'hui, lutter contre l'homophobie est assimilé à avoir des idées européennes, eurocentrées. Oui, oui. C'est-à-dire l'argument qu'on t'oppose souvent Bien quand sûr. tu dis non, mais il faut pas faire ça, etc. On te dit tu C'est fais les ton trucs blanc. de blanc. C'est Oui, les bien trucs de sûr, blanc, tu bien vois. sûr. Et donc on n'arrive pas à... Oui, mais c'est un état d'esprit qui est totalement c'est du n'importe quoi. Oui, non, C'est du n'importe quoi, parce que si on commence comme ça, suis d'accord. il va falloir remettre beaucoup de choses en question quand même. Exactement. Non, mais c'est clair. Et faisons-le, parce que là on va rigoler. Non, C'est clair. Oui, Non, là, mais on va c'est rigoler C'est clair. concrètement. Mais c'est pour ça, je pense que là, si on veut rentrer là-dedans, on fait un Notre autre podcast, effectivement. En tout cas, Patrick, franchement, c'était intéressant de discuter avec toi comme toujours. Yes. C'est un plaisir Ouais, de j'ai venir pris dans ce plaisir podcast. à échanger. Je trouve qu'il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites. Ouais, on a bien rigolé. En tout cas, ça a été abordé. Je pense que ça mériterait Oui, je pour pense à qu'il y a peu des près sujets où chaque on sujet peut d'aller de en rentrer profondeur, un peu plus, effectivement. partout. J'espère qu'il y aura d'autres hommes qui voudront bien parler. Ou Prendre le relais. j'espère que pour les hommes qui nous écoutent, ça va leur donner envie d'échanger. Ouais. Puis voilà, merci à Niki et Bi Et Bi. de nous, Niki et de Bi. nous avoir invités. Dieu de choc. Merci pour les crêpes. Merci. Vous ne savez pas vous, mais merci pour le rhum. Merci pour le rhum. Oui, oui, la fin, le freestyle Ah, n'était ouais, pas ouais, anodine. ouais. Il y a une petite pause rhum qui a été faite. C'était pas mal du Donc, tout. merci pour ça, et puis voilà. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Alors, les gars, nous, on a pour habitude dans ce podcast de partager avec les auditeurs et auditrices nos kiffs du moment. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une musique, un film ou un événement culturel que vous aimez en ce moment. Donc, on va vous laisser... Voilà, c'est quoi vos kiffs du moment, en gros? Tidjane, c'est quoi tes kiffs du moment? Mes kiffs du moment, j'en ai plusieurs. Je dirais musicalement, je sais que tu vas dire ça parce que c'est toi qui me l'as fait découvrir, mais le nouvel album de Jules. Petit voleur. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé. Non, en il est fait, lourd. il y a énormément c'est que des featuring. Ouais. Et avec des artistes de toute l'Afrique, donc les styles sont complètement différents. Ça va de Maya Andrade à Nignola, enfin c'est vraiment, l'album est incroyable. Il y a pas un son qui n'est pas bien. Exactement. Il y a pas un son qui n'est pas bien. Je l'ai saigné en fait, je l'écoute matin, midi, Non, je soir. comprends, c'est pareil chez moi. Non, il est excellent. Donc merci Patrick pour la découverte. Et je t'en prie, j'ai volé je suis sûr que c'est ce que tu allais dire. En autre kiff du moment, j'avais acheté il y a un moment déjà la biographie de Félix Houphouët-Boigny par Frédéric Gramel. C'est vieux, hein. Enfin je pense que ça date du début des années 2000. Je pense au-delà de la biographie même de l'homme politique, ce que j'ai aimé, c'est que ça replace un peu dans un certain contexte historique. C'est quasiment un livre d'histoire en fait. Le travail de recherche qui a été fait est vraiment exceptionnel et ça permet vraiment d'en savoir un peu plus sur voilà la fin de la colonisation, la mise en place des systèmes politiques locaux, etc. Donc au-delà même de la biographie de l'homme politique, le livre était intéressant. Je crois qu'il y a 3 tomes. J'ai les 3, mais c'est très gros, hein, donc je suis à peine à la moitié du premier. Mais voilà, je recommande. En dernier kiff, mais là c'est un kiff par anticipation. Il y a une exposition qui va se tenir à la fondation d'Onvailly à Abidjan, qu'on a mentionné je pense plusieurs fois dans le podcast. Je pense qu'elle va commencer dans 2 ou 3 semaines, je sais plus exactement. Et j'ai plus le nom de l'artiste, mais par chance j'ai fait un tour. C'est Souleymane Konaté. Exactement, Souleymane Konaté. Et j'ai fait un tour, j'ai vu un peu en exclusivité quelques œuvres et ça va être une superbe exposition. Donc pour les gens qui sont à Abidjan, je recommande vivement de faire un tour à la fondation lorsque l'exposition sera mise en place. Voilà pour moi.
Ok, c'est pas mal. Bon, moi, ça va être rapide. Hein. Moi, mes coups de cœur du moment, ça va être un peu décalé, mais c'est une marque de sac à main qui s'appelle Homagieur, donc Homageeyeur sur Instagram. Et j'aime beaucoup en fait la forme du sac. C'est des sacs assez ronds et assez colorés. Et donc il y a deux tailles. Il y a une taille mini que je préfère, et il y a les grands sacs que j'aime bien. C'est quoi comme sac? C'est des sacs en cuir. C'est des sacs en cuir en fait, très colorés, très je dirais Teletubbies. Mais allez voir, vous allez voir, c'est des sacs en cuir, c'est fait main, c'est Black Owned. Mais c'est où? C'est une marque d'où? De Côte d'Ivoire, Sénégal? Je crois que c'est je crois que le gars c'est un Américain, je crois que c'est un Américain. Un Nord-Américain. Ouais, je crois que c'est un Nord-Américain. Ok. Pour le coup. Mais j'aime beaucoup, et même la manière dont il est jeune, hein, il est tout jeune, donc c'est vraiment c'est un designer indépendant, et il a lancé, je crois, c'est pendant la pandémie, je crois qu'il a lancé sa marque, et c'est en train de bien prendre. Et les sacs sont pas encore très chers. Alright. Pour la qualité que c'est. C'était mon coup de cœur du moment. Bon, Niki, c'était un super épisode, hein. Ouais. Ils ont brossé tous les sujets qu'on aborde dans le podcast. Ça faisait plaisir. Et surtout de leur point de vue, tu vois. Ouais, clairement. Ils sont partis sur tous les thèmes. Ouais. Soit la santé mentale, même le retour. Je m'attendais pas à ce qu'ils parlent de leur retour. Donc c'était très intéressant d'avoir leur point de vue et même toute cette préparation. Ouais. Et celui qu'on attendait, le couple. Le couple, ouais, surtout à Abidjan, dans ce contexte compliqué. C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment abordé dans le podcast, on a toujours brossé. Mais c'est toujours intéressant, surtout d'avoir les avis des hommes par rapport au dating à Abidjan. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et même la relation à distance. Ouais, on n'en parle pas souvent, mais c'est un sujet assez délicat. Et j'ai bien aimé la conclusion. Ouais. Sur le mouvement des masculinités noires ouais. et africains. Parce que c'est vrai que c'est aussi, selon où tu te situes, ça peut être différent. En tout cas, c'était très agréable d'avoir ce discours des hommes sur des sujets qui les concernent. Et vraiment d'apprendre aussi à connaître nos amis. Exact. Enfin, ouais, j'ai appris pas mal de trucs aujourd'hui. Je suis assez contente. Agréablement surprise. Donc, ouais. Sinon, bon, bah, c'est bon pour nous, hein. Ouais, donc c'était un épisode de Madame Attrape ton cœur, mais c'est pas Niki et Bi qu'on parlait. Non, voilà, c'était Monsieur Attrape ton cœur cette fois-ci. Voilà. Allez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous, à faire écouter à vos frères, vos oncles, vos pères, vos cousins. Voilà, pour justement, comme on l'a dit, on le répète dans ce podcast, c'est pour avoir ces conversations-là, c'est pour avoir ces conversations qu'on fait ce podcast. Donc n'hésitez pas. Et on espéra que on entendra davantage des discours d'hommes comme ça sur des plateformes. Exactement. Bon bah, prenez soin de vous. Bye bye. Bye.